Bonjour à tous, bienvenue pour ce Carter et Piston numéro 73 que nous tournons chez MKC à Braine-l'Alleud, magasin que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais pour démarrer l'émission, voici le sommaire. MKC à Braine-l'Alleud, un magasin parmi d'autres en Belgique, mais aussi en Hollande et en Autriche. Ducati V4S 2025, très attendu par tous les fans de vitesse et de sport extrême. Nous l'avons essayé à Mettey. Dainese Smart Air, feu la Smart Jacket d'hier, voici la Smart Air 2.0. Kawasaki Versys 1100, quelques centimètres cubes qui font une forte différence, mais le châssis n'est pas en reste. Les actus du mois sont nombreuses et variées, mais toujours intéressantes. Comparo Triumph Tiger 1200 GT Pro et Rally Pro, une même base, mais deux motos bien différentes. Royal Enfield Himalayan 450 ou quand Royal Enfield s'attaque au marché des trails de petite cylindrée. Les fameux bruits de paddock avec une pluie de titres, mais encore un duel de folie annoncé en MotoGP. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Venez découvrir nos nombreux deux roues de stock. Nouveauté, découvrez notre concession moto Honda, Motostore Condro. Route du Condro 10 à 45-50 Nandrin, près du célèbre rond-point des Vaches. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Riavec et je suis courtier en assurance, mais également un passionné de moto. Assurer votre passion était donc pour moi une évidence. Pour trouver ensemble la solution personnalisée à votre pratique, quelle qu'elle soit, retrouvez-moi sur mon site. Une offre adaptée vous parviendra rapidement. En attendant, gaffe sur la route. Bonjour Maxime, Bonjour Arnaud. comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben super, content d'être chez toi. Enfin, chez toi, on est chez MKC Braine-l'Alleud, donc c'est un magasin d'équipement moto, comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est vaste. Alors, MKC Moto, ça fait pas très longtemps que vous êtes implanté ici, ça fait combien de temps que le magasin existe? Alors le magasin ici existe depuis plus ou moins 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Après la chaîne, elle existe depuis beaucoup plus longtemps. Oui, bien sûr. On a 18 magasins dispatchés sur 3 pays, Belgique, Hollande et Autriche, avec lesquels on propose le meilleur service possible. Oui. Alors, c'est effectivement un petit peu votre cheval de bataille. Alors, j'ai envie de dire, même si tu me diras si ça passe ou pas, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un magasin premium? Exactement. Ok. Par rapport, je pense, à certaines autres enseignes, on prône vraiment le service et le fait de pouvoir apporter aux clients la meilleure expérience possible. Ok. Bon, on pourrait déjà passer ici, ne m'étant pas présenté, c'est effectivement le cas. Il y a beaucoup de conseils, il y a une vraie expertise, il y a des marques, des très belles marques, parmi les plus belles marques. Alors, on va parler un peu MKC. En fait, moi, j'ai connu MKC en rencontrant Lewis, donc qui est le grand patron, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Que j'avais coaché à Francorchamps dans le cadre des Ducati Days. Et c'est lui qui m'avait demandé de prendre contact avec vous. Alors, en fait, particularité de ce magasin, c'est qu'en fait, c'est le seul. Alors, ils ont bien, comme il vient de le dire, 18 magasins répartis en Belgique, en Hollande et en Autriche, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il est bon de savoir qu'en fait, MKC est principalement implanté dans la partie néerlandophone de la Belgique, à savoir que MKC Braine-l'Alleud est le seul magasin francophone du groupe. Voilà. Exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est devenu un... Bon, alors, est-ce que vous avez des projets d'extension sur le reste de la Wallonie ou c'est pas dans les... ou tu sais pas? Pour l'instant, ça, je ne sais pas exactement. J'imagine que dans le futur, c'est l'objectif. Ouais. Mais pour l'instant, on est le seul. Okay. On est le seul magasin. Ouais. Bon, en tout cas, vous verrez les images du magasin qui est absolument superbe. Au niveau des marques, parce que vous représentez quand même un paquet de marques, rapidement, vous représentez... Alors, ça, c'est peut-être bien quand même d'en parler. Richat. Okay. Ouais. Donc, en fait, on connaît tous Richat depuis la nuit des temps. Okay. Richat a eu une histoire compliquée sur la fin et qui est en train de remonter, il me semble.
ok. Exactement, ouais, très bien. Richat était une marque belge. Bon, j'imagine que le groupe, tout ce qui est production, bon, ben, ils ont dû faire comme tout le monde pour arriver. Voilà, donc Richat existe, Richat revit, mais est-ce que tout est produit en Belgique? Je ne pense pas. Hein. Pas tout. Non, tout n'est pas produit, pas tout. Oui, je pense que d'ailleurs ce ne serait pas possible au niveau économique de tout faire. Bon, ben, en tout cas, Richat, ben, c'est évidemment la marque belge. Alors il faut se rappeler les grandes années où on a vu des pilotes belges rouler en Richat énormément, notamment ben, Sébastien Legrel, il y a eu Stéphane Mertens, il y en a eu plein. Richat, c'est quand même une fierté nationale, donc c'est une marque belge et qui a donc été reprise par ce groupe MKC. Et donc, c'est eux qui sont propriétaires de la marque et donc de l'outil. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Mais ils ont décidé d'ouvrir des magasins en accueillant aussi d'autres marques qui sont... Alors, on travaille avec Revit, Alpinstar, Denez. Il faut savoir qu'on est un des seuls justement à travailler avec Denez ici, dans la Wallonie. Et alors, tout ce qui est casque, Shoei, Arai, AJC, Scorpion, LS2. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Alors, ce qui, moi, directement me parle ici, c'est qu'il y a du stock, il y a de la couleur, il y a des produits partout, il y a un stock incroyable, il y a une quantité... Tu connais le nombre de mètres carrés du showroom? On est plus ou moins à 1100 mètres carrés. Oui, c'est 1100 mètres carrés d'équipement, hein, donc pas besoin de vous dire qu'il y a de quoi se rincer l'œil et ce magasin est superbe. Juste après le premier sujet de cette émission, on va vous parler de la sortie de la Smart Air, donc qui est l'évolution du gilet airbag Denez, qui s'appelait la Smart Jacket. Smart Jacket, voilà. Exactement. Mais d'ici là, on vous présente tout de suite un essai assez attendu, qui m'a laissé malheureusement un petit peu... Enfin, je vous expliquerai après l'essai. Tout de suite, je vous présente la Ducati Panigale V4S 2025 que nous avons essayé à Mettez. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à Mettez, dans les box malheureusement parce qu'il pleut pour le moment. Et nous sommes ici pour un événement de taille puisque nous accueillons la première Panigale V4S 2025. C'est la première machine qui arrive en Belgique et on a la chance d'être les premiers à l'essayer ici à Mettez. Bon alors cette moto, évidemment, c'est une moto qui est très attendue, c'est une moto qui est très élitiste, c'est un petit peu le top du top de la superbike. Ducati domine déjà son sujet en superbike, entre autres. Et donc c'est une moto qui fait peur à la concurrence, bien évidemment, puisque en fait ils ont décidé de revoir cette moto en profondeur. Tout a changé. C'est une moto qui a été revue de A à Z et c'est ça qui fait peur à la concurrence, c'est que tout a été optimisé sur cette moto et donc je vais essayer de ne rien oublier en vous décrivant un petit peu ce modèle. Alors la première chose, on va parler du look, c'est important. Alors c'est quelque chose qui fait un peu débat avec cette nouvelle moto qui a effectivement changé. Alors moi je la trouve très belle, elle est plus fine, elle est épurée. L'aéro a été un petit peu avancé, les ailes viennent plus devant, donc ça fait un peu plus effet moustache. Maintenant les ailettes sont rouges et beaucoup regrettent le noir. Enfin bon,
au niveau look, personnellement, je la trouve superbe. Il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, mais il y a surtout beaucoup d'éléments qui sont neufs et que je vais vous détailler. Évolution moteur, 216 chevaux, ce n'est qu'un demi-cheval en plus par rapport à la précédente. Le gros challenge des constructeurs, c'est bien évidemment de respecter les normes Euro. Et ici, on est bel et bien sur un moteur qui est passé en norme Euro 5+, qui est donc la nouvelle norme qui sera d'application à partir du 1er janvier 2025. Et donc, c'est aussi en partie à cause de ça que ce modèle a été revu. Donc, le moteur est 0,5 cheval plus puissant, mais il a été optimisé un peu partout, déjà au niveau des normes. La courbe de puissance est différente. Le rupteur vient 500 tours minute plus tard qu'auparavant. Donc maintenant on est à 13 500 tours minute avant rupteur. Et donc en fait, de mon impression, pour avoir roulé ce matin, déjà ce qui m'a choqué, c'est que j'ai trouvé que la première était excessivement longue. Et donc je me demande en fait si c'est globalement un réglage dans la boîte de vitesse, donc si la boîte de vitesse a été changée, ou si c'est tout simplement un changement au niveau de la démultiplication finale avec les pignons, puisque justement cette norme, il faut savoir que, ils ont par vitesse un nombre de CO à respecter, par nombre de tours minute et tout ça, et c'est quelque chose qui est utilisé depuis toujours au niveau des normes. Ça veut dire que certains constructeurs changent la transmission finale tout simplement pour arriver dans le cadre de ces normes, et donc ici, personnellement, j'ai trouvé la première beaucoup trop longue, à savoir que sur le circuit de Métais, on fait pratiquement, allez, je vais être clair, 2/3 du circuit en première. Alors, vous avez le long gauche au bout de la ligne droite, donc le premier virage. D'abord, je l'ai pris en deuxième, ce qui me paraissait logique avec une 1000, et à la remise des gaz, je l'ai trouvé un peu trop molle. J'avais pas assez de réponse, donc pour finir, j'ai fait quelques tours, j'ai continué, j'ai pour finir roulé en 1. Et donc, on en a parlé ici dans le paddock, c'est clair que rouler, toutes les motos passent en 2, donc clairement, la première est beaucoup trop longue. À mon avis, c'est une moto qui prend 300 km/h en 5e. Donc en 6e, ça je vous laisse deviner, mais je ne sais pas, mais clairement les rapports sont trop longs. Alors en termes d'ergonomie, je me suis retrouvé directement à la maison. Je ne pense pas que l'ergonomie ait fait l'objet d'un travail particulier, mais en tout cas, j'étais très vite à la maison et ça c'est pas désagréable. Donc au niveau du carénage, ce qu'on peut remarquer, au-delà du look, en fait ils ont optimisé le refroidissement et ici, vous ne pouvez pas le voir, mais ici on peut clairement voir qu'il y a une ouïe qui est énorme. Toute la partie refroidissement a été changée pour optimiser et pour tout simplement perdre des degrés. Et ça, c'est toujours nécessaire sur des machines qui prennent ce nombre de tours et qui développent autant de chevaux. Alors au niveau des suspensions, on retrouve des éléments Öhlins pilotés. Alors c'est une moto qui peut être roulée ou bien avec des suspensions actives, donc ça veut dire qui rectifie en temps réel et qui adapte par rapport à votre pilotage. Il y a aussi moyen de mettre les suspensions en mode fixe et là vous pouvez gérer au tableau de bord en fait les clics, sauf que les clics se font de manière électronique. Alors on est évidemment sur du matos haut de gamme, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que nous quand on les utilise un peu fort à Franco, on les met en mode fixe et on les durcit quand même pas mal. Alors ici j'ai voulu tester le mode électronique qui est tout à fait convaincant pour Métais, c'est parfait. Donc les suspensions, je vais dire qu'elles n'ont pas fort changé, néanmoins de manière évidente et comme toujours, vous avez le software, vous avez en fait le boîtier qui calcule tout. En fait les données sont de plus en plus, il y a de plus en plus de données, donc en fait ils arrivent à affiner et en fait à chaque fois qu'un modèle ressort, en fait on a des évolutions avec de l'électronique qui est toujours plus pointue. Alors c'est évidemment aussi le cas au niveau du package électronique de la moto qui elle a vraiment un package électronique qui est complètement hallucinant. Alors tout ce que vous pouvez imaginer est vraiment sur cette moto. Et ils ont quand même encore rajouté des fonctionnalités. Alors il faut vraiment visiter le tableau de bord et aller dans tous les modes. Il y a 5 modes, dont 2 modes race que vous pouvez entièrement configurer. Donc électronique affinée, encore plus précise, encore plus
encore plus de possibilités. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Eh bien, ça va faire hurler certains, mais c'est le cas. Eh bien, au niveau du freinage, c'est un freinage couplé. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est un freinage couplé. Ça veut dire que quand vous prenez le frein avant, eh bien, le système électronique gère aussi le frein arrière. Et donc, en fait, le but, c'est de mettre un léger coup sur le frein arrière à la prise du frein avant, parce que ça permet de diminuer le transfert des masses quand vous utilisez l'arrière. Et donc, ça veut dire que le système électronique, avec le boîtier inertiel, a la possibilité de gérer plus ou moins fort le frein arrière en fonction de la manière dont vous freinez de l'avant. Alors en parlant de freinage, eh bien, on a bien évidemment un ABS RES avec je crois 8 niveaux, je pense 8 niveaux différents. Donc vous avez les 4 premiers niveaux où vous avez, les 4 derniers niveaux où vous n'avez plus d'ABS sur la roue arrière. Donc une fois de plus, là ils ont donné des niveaux d'ABS encore différents, donc il y a encore plus de possibilités. C'est évidemment du cornering ABS et je me répète, mais l'arrivée de toutes ces infos électroniques arrive au boîtier, qui les décode et qui permet d'une fois de plus affiner la moto et optimiser son rendement. Le freinage, eh bien, chez Ducati comme toujours, ils sont toujours sur number one sur la liste de Brembo pour les sorties des nouveautés. Et donc ici, je vous présente les nouveaux étriers Hypure. Donc ça s'écrit H-I-P-U-R-E. Et donc quand je les regarde, eh bien effectivement, ils sont encore plus fins. Ça se voit qu'ils ont perdu de la masse et ça permet de garder toujours la même puissance mais un meilleur refroidissement et donc une meilleure longévité sur piste. Mais en tout cas, cette V4 inaugure ces nouveaux étriers de chez Brembo et ce n'est pas rien. Alors, encore un sujet qui fait fortement débat avec cette Panigale, c'est évidemment le bras oscillant. Qui n'est plus mono bras oscillant mais bien double bras oscillant classique. Alors là aussi ça fait débat, mais les choix techniques ont été faits de manière tout à fait sensée, à savoir que ce monobras a permis de diminuer le poids du bras oscillant, ça c'est une chose, mais surtout, et c'est ça qui était recherché, ça a augmenté la rigidité. Donc vous avez un bras oscillant qui est nettement plus rigide et pour contrebalancer, eh bien, ça leur a permis de... Alors ici, vous avez en fait le demi-châssis avant, en fait, qui part d'ici, qui est boulonné sur le moteur, qui monte et qui comprend non seulement la boîte à air, mais aussi la colonne de direction. Eh bien, cet élément de châssis a été assoupli justement pour avoir un meilleur retour d'information sur l'angle, mais aussi au niveau du train avant, même à un rythme qui n'était pas extrême, enfin j'étais très très loin de mon rythme habituel, eh bien j'ai senti une différence et j'ai vraiment ressenti une différence de géométrie de la moto. En parlant de géométrie, eh bien vous avez la fourche qui a gagné 5 mm de débattement sur la fourche. Alors une fois de plus, tout ça est pour optimiser les sensations, le feeling. Le fait que le frein arrière agisse, qu'il y ait moins de transfert de masse, on a peut-être un peu plus d'espace. Enfin voilà, ils ont optimisé au mieux et c'est plus que convaincant. Bon, mais comme vous l'aurez compris, oui, on a testé. Je suis vraiment heureux d'avoir testé cette moto. J'ai un peu roulé sur la route aussi. Bon, sur la route, pas besoin de vous dire que personnellement, j'aime pas, mais bon, voilà, c'est assez personnel. Mais bon, c'est vraiment une machine d'exception. Alors, ici, en 2 sessions à Mété, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas... J'aurais aimé pouvoir l'utiliser et un petit peu plus la maltraiter, entre guillemets, parce que là, j'ai roulé avec des réglages de traction control et tout ça qui étaient quand même très sécuritaires. En plus, bon, il faut savoir que la montre d'origine sur cette moto, ce sont des Pirelli Super Corsa en SP, donc c'est une version route, ce n'est pas une version circuit. Donc aussi sur circuit ici, voilà, on a essayé d'être prudent, on n'a pas pris de risque. Voilà, je serais heureux de remonter dessus à Francorchamps, à la maison, et de pouvoir l'exploiter et exploiter toute cette puissance et peut-être aussi l'essayer peut-être avec déjà une démultiplication peut-être un peu plus adaptée, parce qu'en tout cas ici à Mété c'était vraiment beaucoup trop long. En ce qui concerne la fiche technique, de toute façon vous allez retrouver pas mal d'infos tout simplement sur cette page. Maintenant n'hésitez pas à aller sur le site de Ducati
Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis certain que j'ai dû en oublier une partie parce que absolument tout est nouveau sur cette moto. Et le feeling est d'ores et déjà différent et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Je voudrais bien évidemment remercier le circuit de Mettey, de même que Stéphane Mertens et donc la Mertens School pour nous avoir accueillis ici, pour nous avoir offert un box pour tourner ce reportage. On se revoit très bientôt sur circuit ou pas. Et d'ici là, gaffe sur la route. Et bien voici pour cette fameuse Panigale V4S que j'attendais impatiemment. En fait, c'est une moto sur laquelle je roule énormément en biker school. Et donc j'étais vraiment impatient. Alors malheureusement, on a reçu et on a même essayé la moto, je pense que c'était le 14 octobre. On était à Mettey, alors il a fait mauvais, à savoir qu'on n'a eu que 2 sessions libre sur le sec. Après, il a plu et j'ai pris la décision de ne pas monter des pneus pluie parce que c'était la première moto arrivée en Belgique et pas besoin de vous dire qu'elle est attendue et la coucher aurait été une mauvaise idée. Et alors, c'est un point duquel je dois discuter, c'est beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont posé des questions par rapport au bruit. Et effectivement, nous avons pris, puisque j'étais avec Arnaud de chez Max Moto, on a pris 2 drapeaux noirs à Mettey. Ce qui est, selon moi, tout à fait normal. À savoir que déjà en 2016, avec une R1 full origine, qui était la mienne, je ne passais pas. Et globalement, en fait, si à Mettey, après le dernier virage, vous ne rectifiez pas votre trajectoire légèrement et si vous ne passez pas les vitesses de manière rapide ou si vous soulagez, eh ben, vous prenez un drapeau noir. Donc moi je dois avouer que j'étais distrait, j'étais dans mon essai, j'étais dans le journalisme, donc j'ai pensé à tout sauf à couper, je vais dire, après le premier virage. Et donc nous avons effectivement eu 2 drapeaux noirs, mais je persiste à penser qu'aujourd'hui pratiquement toutes les motos allument les sonomètres à Mettey de par le placement du sonomètre. Bon, je pense qu'on en a assez parlé, ça reste quand même une moto absolument incroyable et je serai très heureux de remonter dessus l'année prochaine pour donner cours. Donc, sujet prochain, on parle d'Enez, on parle de la présentation d'un nouveau produit et pas des moindres, on est quand même sur la fameuse Smart Jacket qui évolue et qui devient la Smart Air. D'accord ? Alors, ceci ici, c'était la Smart Jacket. Okay, donc, vous voyez un petit peu le gabarit. Qui était évidemment beaucoup plus grand sur la face avant. Alors ici, c'est un modèle de démo, c'est pour montrer le sac airbag. Et à l'arrière, eh bien, en fait, vous aviez ici en fait, toute une partie de nouveau airbag, mais avec tout le bas chargé, avec bonbonne et tout ça. Donc ça, c'était l'ancienne version qui, à chaque fois qu'elle claquait, elle devait retourner à l'usine. Je ne dis pas de bêtises. Alors, théoriquement, oui. L'avantage que nous, on a encore une fois ici, c'est qu'on a la certification pour pouvoir nous-mêmes directement remplacer le sac. Ouais. Ça veut dire que tu tombes avec, tu viens chez nous, on remplace le sac le jour même si on l'a de stock, et ensuite tu repars. Mais effectivement, il fallait changer le sac à chaque fois qu'il s'activait. Ok. Donc, info importante, MKC Braine
peut vous refaire, enfin comment on va dire, refiter. On remplace, Ouais. en fait, on remplace le sac directement en faisant un check-up complet de l'airbag avant de vous le rendre, bien évidemment. Ok. Donc intéressant à savoir, si vous avez une Smart Jacket, eh bien vous pouvez, si jamais elle s'allume, ce que je ne vous souhaite pas, eh bien faire remplacer tout ça ici sans qu'elle reparte en Italie. Mais maintenant, on va parler tout simplement de autre chose. On va parler de cette fameuse Smart Air qui a beaucoup évolué. Alors déjà, en termes de look, comme vous le voyez, elle est minimaliste. Enfin, moi je la trouve minimaliste parce que c'est la mienne, c'est mon mienne. Je l'ai reçue par la poste. Il y a quelques jours. Merci d'ailleurs à Denez, il se reconnaîtra. Et donc regardez, donc ici la face avant en fait est beaucoup plus fine, plus courte qu'auparavant. Le système ici d'enclenchement est différent. Ici c'est une poche purement pratique, donc ça c'est quand même pas mal non plus. Alors bon, si je la tourne, eh bien là on se rend compte en fait qu'une fois de plus on est sur un produit qui est quand même nettement plus petit, qui est, je peux vous l'assurer, beaucoup plus léger. Alors, toute la partie avant qui était déposée ici au niveau de l'électronique et de l'air, en fait, tout a été centralisé ici dans le dos, ce qui est pour moi génial parce que, notamment avec cette veste, ça va me permettre d'enlever ma dorsale. Alors, sujet dorsale, la plupart des gens achètent des vestes avec des dorsales qui n'en sont pas. Ça veut dire que les petits mousses de 5 mm qu'on vous livre dans les vestes, ne me dites pas que vous avez une dorsale parce que ça n'en est pas une. Et je peux vous assurer que tomber avec ça ou rien, c'est quasi la même chose. Donc, ça veut dire que je mets toujours, moi, des dorsales, des vraies dorsales dans mes vestes. Alors c'est vrai que c'est un petit budget, mais la sécurité. Et ici, eh bien, en fait, la dorsale, je vais l'enlever tout simplement parce qu'en fait, pile à l'endroit de la dorsale, vous avez toute l'électronique qui a été mise, plus la bonbonne, plus l'électronique, de manière bien centrale au niveau du dos. Et ça, c'est bien en termes d'encombrement, parce que moi, avoir un petit peu de poids comme ça en dessous de la veste, pile au niveau du cul, personnellement, je ne trouvais pas ça génial. Bon, c'est tout à fait personnel. Bon, maintenant, je vais laisser notre ami Maxime un petit peu aller plus loin au niveau technique. Bon, déjà, qu'est-ce que tu as à nous dire? Si on parle de la face, qu'est-ce que tu peux nous dire globalement de ce produit? Mais écoute, comme tu disais, c'est un modèle qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à porter. Il peut se porter au-dessus d'une veste, en dessous d'une veste. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté à l'arrière? Des petites tirettes. Tu peux nous les montrer? Alors, les tirettes se trouvent ici. Alors, moi, je trouve que c'est... Chaque côté. Ouais, que c'est assez génial. Parce que ces tirettes, eh bien, en fait, forcément, vous aurez compris que vous pouvez la mettre à l'intérieur avec tirette fermée ou à l'extérieur avec tirette ouverte. Il faut savoir aussi que pour rendre l'achat plus facile, en fait, tout est en 3 tailles. Vous n'avez plus que 3 tailles de Smart Air. Et donc, en fait, ceci, c'est une ML. Okay. Et donc, une fois de plus, la tirette peut aussi servir d'ajustement si vous le gardez au centre. Enfin, voilà. En tout cas, il y a diverses adaptations possibles grâce à ces tirettes et l'idée est très bonne. Alors, comme tu étais en train de dire, c'est un modèle qui est 100% imperméable, donc il peut se mettre effectivement au-dessus de la veste. La tirette est elle-même également imperméable. Le gros avantage qu'on va avoir sur ce nouveau modèle, c'est le fait de ne plus devoir remplacer le sac à chaque chute. Maintenant, à partir du moment où le sac s'est activé, il suffit à l'arrière de remplacer la bonbonne. Cette bonbonne peut être remplacée 3 fois. Et effectivement, après 3 fois, là par contre, il faut l'envoyer chez Denez pour qu'il fasse un check-up complet. Mais c'est un gain de temps et un gain d'argent également aussi. Oui, donc plus besoin d'aller chez un spécialiste. Non, vous pouvez la remplacer vous-même. Possibilité, une fois de plus que je ne vous souhaite pas, mais de l'allumer 3 fois. Alors, dans les conseils à donner, en fait, évidemment, c'est que si vous achetez la Smart, alors vous allez me dire que c'est un supplément, mais c'est logique, c'est que l'idéal, c'est d'acheter la Smart Jacket et évidemment racheter une bonbonne de réserve en cas de chute, parce qu'en cas de chute, eh bien, en fait, vous la dévissez, enfin, je ne sais pas comment ça se met, mais... C'est ça, exactement, voilà, par vous la l'intérieur. dévissez, vous revissez directement une autre et c'est reparti, vous êtes de nouveau protégé. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quand même une bonbonne de réserve avec vous. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire encore d'autre à propos de tout ça? Pour ce qui est de l'ensemble, en termes de sécurité, on reste plus ou moins sur la même chose que la Smart Jacket. Donc lorsqu'il doit s'activer, ça équivaut à plus ou moins 7 dorsales mises l'une sur l'autre, ce qui est amplement suffisant en cas de chute. Oui. Le modèle travaille toujours avec un gyroscope qui fait énormément de calculs par seconde. L'activation se fait en 29 millisecondes, donc c'est extrêmement rapide. Aussi, gros avantage chez Denez, c'est qu'ils ne vous demandent pas d'abonnement. Toutes les mises à jour sont disponibles directement. Vous avez même en fait une application que vous devez installer sur votre téléphone pour communiquer avec votre veste et faire les pré-réglages et avoir un compte Denez, bien évidemment.
Et donc les mises à jour sont directement proposées par votre téléphone et tout ça est bien évidemment compris dans le service d'Enez. Exactement. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Alors peut-être dernier détail, c'est que bon, comme elle est plus petite de partout, surtout au niveau des épaules. Et alors au niveau des épaules, on m'a expliqué aussi qu'ils avaient essayé de rendre la partie airbag plus fine, mais avec une possibilité de gonfler plus haut. À savoir que pour le déplacement de la tête en cas de chute, c'est pour éviter... alors en fait... pas mal de gens l'ignorent, mais il y a pas mal de gens qui se fracturent la clavicule avec le casque. En fait, le casque vient tout simplement, il est là, il est pile sur la clavicule. Et donc, si vous voulez, il y a aussi des marques de casque, d'ailleurs c'est le cas ici, où on voit de plus en plus que sur le côté, en fait, c'est aéré justement pour laisser de la place et éviter de casser la clavicule. Et donc ici, cette veste, bon, elle ne vous empêchera pas de vous casser la clavicule si vous tombez net et que c'est à cause du choc, mais par contre, elle vous empêchera de casser votre clavicule avec votre casque. Écoute, je pense qu'on a tout dit à ce sujet. Bon, on a fait le tour. Super. Ben, écoute, moi, je suis très heureux de l'avoir. Je ne l'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore eu l'occasion. Ça sera pour cette semaine. Bon, pour continuer cette émission, je vous propose un essai Kawasaki, la Kawasaki Versys 1100. J'ai donc envoyé Marc de Tournai, représentant Shark Belgium, que je connais depuis des années, pour tout simplement faire sa première présentation presse. À savoir que nous étions à ce moment-là à Mété avec la Panigale et qu'il m'était impossible de me déplacer en Espagne puisque cet essai a eu lieu du côté de Barcelone et je vous présente tout de suite la Versys 1100. Eh bien bonjour à tous. Pour une fois ce n'est pas Arnaud qui a fait l'essai, c'est moi, je me présente, Marie de Tournai. Donc on ne s'est jamais vu, je ne suis pas journaliste bien entendu, je suis plutôt motard bien expérimenté et je vais vous parler aujourd'hui de la Kawasaki Versys 1100, nouveau modèle. Donc 1100 bien entendu pour un tout nouveau moteur. Ce moteur a pris à peu près 60 cm3, surtout pour le couple. Bien entendu, la performance aussi, on est à 130 chevaux, ce qui est quand même pas mal pour un trail. Enfin, un trail, on en reviendra après. Je vais d'abord vous présenter un petit peu au niveau du châssis. Donc au niveau du châssis, vous avez les freins avant de 310 mm pincés par des étriers 4 pistons monobloc. Une jante de 17 à l'avant. Ce qui veut tout dire. Donc une jante de 17, pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment un trail, ce n'est pas une GT, ce n'est pas une sportive, c'est vraiment une moto à tout faire. C'est une moto qui se comporte partout impeccablement. La jante de 17 vous dit, bon ben évidemment, qui dit 17 dit pneu sportif. Bridgestone, Batlax, c'est du, on va dire très sportif, c'est pas du racing mais c'est du sportif. Cette moto est vraiment faite pour les gens qui veulent s'amuser avec une moto, mais tout seul, à deux, partir en voyage. Pourquoi? Parce qu'elle est prééquipée bien entendu avec des bagages en option. Cette moto se compose de 3 modèles, donc la 1100 normale, la 1100S et la 1100 SE que vous avez devant vous. La grosse différence esthétique de la SE, c'est que vous retrouvez les phares additionnels sur le côté, non pas les petits que vous avez ici en bas, qui sont une option, mais les grands que vous voyez sur le carénage, qui sont les phares pour les virages. Donc uniquement la version SE là. Et aussi, et ça c'est le gros sujet de la moto, ce sont ces fameuses suspensions actives et réglables électroniques. Donc bien entendu, vous avez un tableau de bord qui vous permet, avec les boutons ici, de régler absolument tout ce que vous voulez. Alors on ne s'est pas amusé à tout régler tellement la moto va bien en mode comme on nous l'a prévu pour Kawasaki aujourd'hui. Seule chose qui est facile, pas devoir rentrer vraiment dans le programme,
c'est qu'on peut bien entendu changer de mode. Rain, road et sport. Je vous avoue qu'on a roulé toute la journée en road parce que comme vous le voyez, il fait super beau. Rain, je suppose que le couple est un peu plus léger, la puissance aussi. Le mode sport, on l'a essayé. Je crois que dans les contrées où nous sommes, c'est pas vraiment la peine. Peut-être sur l'autoroute, peut-être un petit peu plus de niaque, peut-être un tout petit peu plus de performance des tours minutes. Mais je crois que cette moto n'a pas vraiment besoin de ça. Je vais vous parler un petit peu de la vie à bord. Bon, vous ne le voyez pas sur la caméra, mais rassurez-vous, on fera les photos après. Vous avez le tableau de bord. Le tableau de bord est vraiment très sympa. Alors bon, évidemment, vu mon âge, vous allez me dire c'est normal, mais vous avez un compte-tours qui est analogique. Et ça, franchement, voir cette aiguille qui monte et qui prend des tours, c'est quand même beaucoup plus excitant qu'une petite barrette de LED ou électronique sur les tableaux de bord qu'on voit de plus en plus souvent maintenant. Ce tableau de bord, il est prévu pour recevoir une connectivité avec votre téléphone, smartphone, etc. etc. Bien entendu, vous pouvez y mettre votre GPS téléphonique. Je ne vais pas dire le nom, mais enfin bon, tout le monde connaît ce système qui fait que ça fonctionne très très bien sur les petites routes comme on a eu aujourd'hui. Petite chose assez comique, c'est qu'il y a moyen, si vous avez un interphone, de pouvoir discuter avec votre moto. Quand je dis discuter, c'est, j'exemple, j'ai faim, il va comprendre que vous voulez manger, ils vont vous trouver un restaurant le plus près possible, vous le proposez, vous mettez éventuellement sur votre GPS pour y aller. Alors je ne crois pas que ça réserve déjà les tables, mais sachez que c'est quand même un gros plus, et puis c'est un fameux gadget assez marrant. Au niveau poids, 255 kg qui reste tout à fait raisonnable si on prend ça pour une GT, bien entendu un peu lourd pour une sportive, mais ce n'est pas une sportive, et un trail 250 kg, je crois que c'est à peu près dans la tape, c'est tout à fait normal. Parlons un petit peu du moteur. Le moteur, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Alors vous avez devant vous quelqu'un qui a un petit problème avec les 4 cylindres. J'ai toujours jamais compris pourquoi on mettait un 4 cylindres dans une moto, parce qu'avec un bicylindre, on a du couple, avec un 3 cylindres, on a de la longe, etc. Il faut bien avouer que cette moto m'a vraiment bluffé, parce que cette moto est vraiment bonne à tout faire, c'est vraiment le mot. On peut grimper dans un tour, évidemment, c'est un 4 cylindres, c'est fait pour ça. On peut avoir du couple, grâce aux 100 cm3, c'est sûr, le couple est omniprésent. Et surtout, c'est ce qui fait la grosse différence par rapport à un trail bicylindre ou 3 cylindres, c'est qu'il y a une souplesse incroyable. Je me suis permis de descendre en 4e vitesse en dessous de 2000 tours, bien entendu en ville. Cette moto reprend sans aucun problème, sans aucun à-coup. Et j'insiste, c'est une moto avec une chaîne et non pas un cardan. Quand vous avez une chaîne, en règle générale, les à-coups sont désagréables. Grâce aux 4 cylindres vraiment performants ici, il n'y a vraiment aucun à-coup, aucune secousse. C'est vraiment parfait. Un dernier mot pour d'abord remercier Kawad de m'avoir accepté dans leur essayeur, parce que comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas un journaliste, je ne crois pas que je le serai un jour. Plutôt un moteur bien aguerri, ça c'est clair. Bon ben, surtout merci aussi Carter et Piston, merci à Arnaud, et j'espère qu'Arnaud sera overbooké un maximum pour 2025 afin que je puisse vous retrouver devant la caméra. Je vous remercie à tous et à un de ces quatre. Ciao. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Bonjour Marc. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu? Ben ça va. Alors, je t'ai envoyé au feu. Ah oui, on peut dire ça. Ouais. Je t'ai envoyé faire ta première présentation presse. Ouais. Merci beaucoup. Ah ben, merci surtout à toi. De m'avoir remplacé parce que j'étais vraiment pas disponible. Alors, premièrement, c'est toujours une expérience parce qu'en fait, une présentation presse, bon, mais nous, on est habitués parce qu'on s'en farcit tout le temps. Maintenant, c'est assez. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ambiance? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou qu'est-ce que tu retiens?
Ben, je retiens d'abord, j'avais la trouille, comme toute première fois. Ben oui. Et puis, je retiens surtout le fait qu'on est super bien accueillis. Oui. Alors, bien entendu, c'est du commercial, on s'en doute. Mais je sais pas, il y a un feeling, et on a l'impression de connaître les gens directement. En plus, on a une présentation presse qui est, somme toute, traditionnelle, pas très compliquée, je dirais. On comprend même sans être journaliste, ce que je ne le répéterai pas assez souvent. Et puis, bon, on est directement dans le bain. Oui. On a fait 320, 330 km sur une journée, avec un arrêt long à midi. Donc, on n'a vraiment pas, on n'a pas pédalé, on a vraiment roulé. Et franchement, c'est génial. C'est une superbe expérience. Et, Oui, et alors- je comprends votre métier. C'est bien, je te remercie. Mais en fait, c'est bien que tu le remarques, c'est qu'en fait, alors beaucoup de gens me disent, ah, ils me voient en Espagne et tout ça, ils me disent, ouais, en fait, ils me croient en vacances. Mais en fait, à la seconde où tu arrives, tu es pris en charge et on ne te exactement ça. lâche plus jusqu'au moment où on te remet dans l'avion. Et donc, les gens pensent qu'on va à la piscine. Ben, j'ai pas le temps d'aller à la piscine. Ah non, je l'ai vu, mais- Ça défile. Et tu es là, c'est concentré, tu as le truc, et puis on mange, dodo. Enfin bref, c'est une bougerie. Ce qui est génial, c'est que dans le monde du journalisme moto, tu n'as que des vrais passionnés. Oui, ça se sent vraiment fort. Voilà. ouais. Mais oui, parce qu'il y a un niveau général déjà de pilotage qui est déjà plus élevé que la moyenne. Et puis, c'est que des passionnés. Donc, c'est tout type qui a atterri là, c'est un type qui aime la moto profondément. Sinon, tu fais pas, tu y vas pas, tu fais pas ça. Tu vois Oui, ce que on je veux dire? sent pas le marketing à fond derrière. C'est vraiment, on explique bien la moto, on met en garde, bien entendu, de ne pas rouler comme un imbécile. Mais franchement, c'est vrai que c'est super, super, super agréable. Bon, ben écoute, je suis content que tu aies fait cette expérience. Moi aussi. Voilà. Maintenant, cette moto, bon, c'est une Versys 1100. Ouais. Donc, ils ont pris, alors si je prends les chiffres, je crois qu'elle a pris 100 cm3 finalement, je crois. Au 60, Non, oui, à non. peu près. Je crois qu'elle était à 1047. Oui, voilà, c'est ça, et j'avais elle est 60 et quelques. Voilà, et je crois qu'elle est passée à 1100 et des, mais ce sera dans les chiffres que vous aurez dans la vidéo, bien évidemment. Bon, alors, tu connaissais déjà un peu Kawa, tu as déjà roulé Kawa, toi, hein? Ah, j'ai roulé Kawa, oui. Bon, j'ai roulé à l'époque des ETXR, bien entendu. Ouais, J'ai ouais. pas vraiment essayé de nouvelles Kawa. Encore une fois, j'ai pas vraiment de recul avec d'autres motos. Mais je dois avouer que la moto, elle m'a un peu bluffé. Ben oui. C'est d'une efficacité Ah bluffante. ben, elle m'a bluffé parce qu'en fait, il y a un mot à retenir, c'est souplesse. Ouais. C'est souplesse du moteur, c'est incroyable parce que bon, c'est un 4 cylindres bien entendu avec une grosse cylindrée, mais la souplesse est là, on peut descendre à 2000 tours, même 4000 tours, 3000 tours, peu importe, en quatrième, en cinquième, elle reprend à chaque fois. Les suspensions sont très souples aussi, Ouais. bien qu'en fin de freinage et en grosse accélération, je ne sais pas si c'est le système électronique qui fait ça, mais on sent que ça redevient ferme. Ouais, ouais. Et on peut vraiment bien s'amuser avec la moto, mais en étant sur vraiment une moto, je n'ai pas de touring, mais très agréable. Ben, pour moi, j'appelle ça des trails GT sportifs finalement, hein, parce que quand tu as 150 chevaux dans une moto, voilà, enfin il faut appeler un chat, quoi. Je veux dire, Bah, c'est pas une trail, hein. Ben, voilà, donc, Déjà, ça une route reste 17 à l'avant, c'est pas une trail. Oui, enfin, c'est bon, clair que. elle est quand même dans la catégorie des trails, quoi. Et c'est vrai que les moteurs Kawa ont cette espèce c'est un élastique qui Ouais, n'arrête c'est jamais. ça, c'est exactement ça, Et ouais. j'ai roulé moi sur la H2 dernièrement, j'avais la même sensation, une souplesse, ça vibre à peine, c'est ceci. Et puis quand ça prend des tours, il faut avouer que Kawasaki sait faire des moteurs. Ça date pas d'hier. Et à chaque fois que je monte sur une Kawa, le moteur, je dois toujours reconnaître des qualités moteurs. Bah, Ça, je crois voilà. que Kawa, bon, ça paraît bête, mais c'est la moto un peu rebelle. C'est-à-dire quand ils font quelque chose, il y a toujours un truc sportif dedans, il n'y a rien à faire. Ouais. J'ai jamais essayé un custom Kawa, mais je suis sûr qu'un custom Kawa, il y a moyen de mettre les pose-pieds par terre sans problème. Oui, ça certainement. Voilà, parce que je crois que Kawa a pris cette décision et cette ligne de dire nous on fait du sportif, enfin sportif Oui, dans le bon sens du terme, ils bien ont entendu, une moto directrice, très agréable et très très jouet, je vais dire un petit peu. Ben oui, oui, effectivement. Bon, ben écoute, Marc, encore merci pour cet essai. Merci à toi surtout. Ben voilà, écoute, avec grand plaisir. On va passer à l'actualité, donc les actus qui sont denses. Alors, il faut savoir qu'on reçoit forcément pour le moment beaucoup de communiqués de presse liés je vais dire, à l'arrivée de nombreux nouveaux modèles. Alors, pourquoi il y a plus de nouveaux modèles que d'habitude? C'est parce que la norme Euro 5+ arrive à partir du 1er janvier et ça veut dire que pratiquement tous les modèles changent. Donc, regardez l'actu, vous allez voir que c'est complet, c'est dense, il y a plein d'infos. C'est parti pour les actus.
La semaine dernière, c'était l'inauguration de Motostore Condro à Nandrin. C'est la deuxième concession du groupe Motostore qui est cette fois-ci entièrement dédiée à Honda. Nous y étions fin août pour l'enregistrement du numéro 71 de Carter et Piston, un numéro à redécouvrir sans modération. Nous souhaitons félicitations et longue vie à notre partenaire Motostore. De la Belgique à l'Espagne, il n'y a qu'un pas. Le circuit de Valence a été touché par de graves inondations, ce n'est pas moins d'1 an de précipitations qui sont tombées en 8 heures, endommageant fortement l'accès au circuit Ricardo Torno, censé accueillir la dernière manche du calendrier MotoGP 2024 qui a lieu dans moins de 15 jours. Si aucune solution n'est trouvée, il se pourrait que le GP de Malaisie clôture la saison. Nous avons bien évidemment une pensée pour les victimes et sinistrés. Toujours au rayon international, Exit Uniken, c'est la Kawasaki Versys 1100 que nous vous présentons dans ce numéro qui devient la moto officielle du Tour de France pour les 3 prochaines années. Mais pas que, puisqu'elle sera également aux côtés des coureurs sur d'autres grandes courses classiques du cyclisme européen. Kawasaki toujours vient de dévoiler son Z900 2025, un classique revisité mais surtout perfectionné. L'ensemble des aides électroniques à la conduite a été grandement amélioré avec l'arrivée d'un boîtier inertiel à 6 axes, d'un quick shifter up and down, d'un régulateur de vitesse électronique et d'un tout nouvel écran TFT avec navigation turn by turn. Pour améliorer encore le comportement routier de la Z900, des modifications efficaces ont été apportées au cadre. Quant aux nouveaux étriers de frein à montage radial, ils sont plus légers, plus puissants et offrent un meilleur retour d'information. À côté de la Z900 standard, un modèle SE est également disponible. Cette version fait passer la partie cycle de la Z900 à un niveau supérieur avec un amortisseur Öhlins S46 haute performance, une fourche entièrement réglable, des étriers monobloc Brembo M432, un mètre-cylindre radial Nissin et des durites de frein tressées en acier. Outre ces améliorations, la SE est équipée de série d'une selle de haute qualité, d'un port USB-C et bénéficie de coloris spéciaux. La Z900 2025 sera disponible dès le mois de février chez les concessionnaires officiels Kawasaki. On se réjouit de découvrir ce nouveau modèle. Brembo, la marque italienne réputée pour la qualité de ses systèmes de freinage que l'on retrouve sur bon nombre de machines, en particulier les modèles les plus haut de gamme, vient de faire l'acquisition de Öhlins pour la modique somme de 370 millions d'euros. Avec cet ajout, Brembo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie visant à fournir à ses clients des solutions intelligentes intégrées en tirant parti des synergies entre les technologies clés du véhicule. Triumph Motorcycle a annoncé une nouvelle collection d'éditions Modern Classic Icons pour 2025. Avec la renaissance d'un logo Triumph qui date de 1907, le logo n'a pas été vu sur un réservoir Triumph officiel depuis plus de 100 ans et sera limité à seulement 7 Modern Classics distinctifs et emblématiques. Avec des détails haut de gamme et un caractère inimitable, les nouveaux modèles Triumph de classe et d'inspiration personnalisée rendent hommage à la riche histoire de la marque. Elles seront disponibles dès décembre 2024, et ce, pour un an seulement. Toujours chez Triumph, la marque a dévoilé une toute nouvelle Tiger Sport 800 avec le caractère et les performances distinctives des 3 cylindres Triumph, offrant une conduite passionnante, engageante et dynamique. Conçue pour offrir un équilibre parfait entre les performances sportives exaltantes et les capacités de tourisme longue distance, la Tiger Sport 800 offre des performances moteurs palpitantes, un châssis engageant mais confortable, une polyvalence inégalée et une technologie axée sur le pilote, avec des caractéristiques élevées et une finition haut de gamme. Un modèle à découvrir en concession dès février 2025. Nouveau look et puissance en hausse pour les modèles sportifs de BMW. La S1000R et la S1000RR ont été améliorées tant sur le plan technique qu'esthétique. Bien évidemment, les moteurs ont été mis en conformité avec la norme Euro 5+, qui sera d'application dès 2025. Modèle à découvrir prochainement sur Carter et Piston. C'est aussi le cas de Yamaha qui revoit sa copie avec la 4ème génération de la MT-07. Nouveau look, châssis affûté, poids abaissé, technologie modernisée et transmission YAMT. Les Yamaha MT-07 et MT-07 YAMT seront toutes les deux proposées en version 35 kW pour les titulaires du permis A2. Après Honda, Yamaha ou encore BMW, c'est au tour de KTM de mettre en avant son nouveau système de transmission automatisée en levant le voile sur l'AMT. Cette technologie marque les premiers pas du constructeur autrichien dans la transmission automatisée. La marque entend ajouter du confort d'utilisation tout en conservant sa philosophie sportive du Ready to Race. Concrètement, l'AMT permet aux motards de choisir entre un changement de vitesse manuel, mais sans embrayage, ou une transmission totalement automatisée. Une fois la première vitesse engagée, il suffit de tourner la poignée pour faire monter le régime et pour que l'embrayage centrifuge s'enclenche automatiquement. Cela permet de faciliter les démarrages à plat comme en côte, les arrêts et manœuvres à basse vitesse, le système empêchant le moteur de caler. La boîte semi-automatique AMT sera d'abord proposée sur certaines nouveautés à venir, KTM n'a pas encore précisé lesquelles, mais les 1390 Super Duke GT et Super Adventure S Evo semblent tout indiquer pour cette application. L'AMT sera ensuite étendue à d'autres machines au fil des ans. L'idée d'une moto électrique chez Royal Enfield a été évoquée pour la première fois il y a plus de 6 ans, lorsque le patron de la marque a confirmé le démarrage du projet. Depuis, le projet a évolué sous différentes formes, avec des rumeurs et des prototypes qui ont régulièrement refait surface.
Après toutes ces années, Royal Enfield met fin au suspense et est enfin prêt à franchir le pas avec sa première moto électrique. Le constructeur indien a annoncé que la présentation officielle de ce modèle tant attendu se ferait lors du salon EICMA de Milan le 4 novembre prochain. Beaucoup de nouveautés ce mois-ci comme vous pourrez le remarquer, malheureusement nous ne pouvons pas toutes les citer. Et de plus, les constructeurs gardent plus d'un tour dans leur sac, puisque beaucoup de nouvelles annonces se feront dès la semaine prochaine. En effet, dans moins d'une semaine, l'EICMA ouvrira ses portes à Milan en Italie. L'EICMA, c'est le salon de la moto le plus ancien et le plus réputé, puisque la première édition s'est tenue en 1914 et a accueilli pas moins de 560 000 visiteurs l'an passé. Nous y ferons la part belle dans l'émission du mois prochain en vous dévoilant notre top 10 des nouveautés 2025. Ne manquez pas notre prochain numéro. Donc voici pour ces actus qui sont magnifiquement montés par mon associé Alex, qui est derrière la caméra et que vous ne pouvez forcément pas voir, mais merci à lui pour ses beaux montages. Mon cher Thierry, Mon cher Arnaud. de retour. Oui. Ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Oui, bah écoute, je suis content d'être là aussi. Oui, alors en fait, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, il n'était pas là la fois dernière. Parce Tout le monde l'a remarqué, j'ai reçu des milliers de mails. Donc, voilà, quoi. Moi, je comprends mieux que les scores de cette émission soient en baisse, parce que Ah oui. clairement, tu n'étais pas Ah là. oui, donc forcément. tu es indispensable. Voilà, je suis désolé, mais j'étais au soleil. Voilà, oui, t'as Voilà. bien fait. En moto. J'étais au Maroc, hein, tu sais que j'ai une petite activité Oui, là-bas. oui, Et absolument. puis, Mais voilà. tout le monde sait que D'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, Thierry propose des voyages au Maroc sur Royal Enfield, et ça, c'est plutôt sympa. Oui. Et donc, si vous voulez plus d'infos, ça s'appelle... Ça s'appelle drico.th@gmail.com. Un Voilà, petit mail, voilà. et puis voilà, il s'affiche là en dessous si vous voulez. Bon, voilà. Merci. Mais avec plaisir. Bon, Thierry, quoi de neuf pour toi? Comment va ta petite vie écoute, maintenant? ma petite vie va très bien. Activité professionnelle un tout petit peu allégée, forcément, Bah, puisque c'est- c'est toi qui as le job. Ouais, c'est toi qui n'en voulais plus. Hein. Oui, oui, mais on est bien d'accord, mais je suis très content. Et donc, voilà, écoute, pas mal de motos toujours avec du trial avec mes potes, Ouais. avec une saison qui s'est terminée le week-end dernier. Avec une 4e position générale. 3e, Pardon. s'il te plaît, Pardon. podium au général. Oui, dans Non, la mais je dernière rigole. épreuve. Non, au général. Ah, pardon, je pensais que général. alors j'ai mal lu. Donc voilà, une belle saison qui se termine en apothéose, on va dire. Hein. Le premier et le deuxième n'étaient pas rattrapables. Ok. Et donc sur 75 pilotes environ, je crois, dans ma catégorie. Eh ben, Donc, voilà, félicitations, très bien. Félicitations, Thierry. Écoute, on aura le plaisir de vous initier un de ces jours, toi et Alex. Oui, c'est prévu. Et ça ce fera un an que c'est sera prévu. rigolo. Ouais, bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on va parler d'une moto que tu connais. Oui. En fait, on va parler de la Tiger 1200 de chez Triumph, moto que tu as essayée plusieurs fois. Oui, bien sûr. Et surtout la dernière fois. Et en fait, cette fois-ci, on a décidé de prendre la GT Pro et la Rally Pro. D'accord. Donc on a fait cet essai qui a duré 2 jours. J'ai fait cet essai, enfin c'était pas un essai, c'était donc un comparo. Le but était bien évidemment de comparer les deux motos par rapport à leur équipement, mais aussi quel est le public cible de chacune d'elles. Et vous retrouvez ça tout de suite dans le sujet qui vient. Bonjour à tous, eh bien nous voilà en pleine nature. On a encore trouvé une journée potable, on va dire, pour faire ce fameux comparo. Alors comme vous le voyez ici, on a deux Triumph 1200 Tiger. Alors on a la version GT Pro que j'ai ici devant moi. On a la version Rally Pro qui est en face de mon ami et essayeur Julien. Et donc, cette moto a déjà été présentée dans la chaîne, donc cet essai était principalement un comparo pour bien situer les différences entre ces deux modèles, savoir vers lequel vous voulez vous diriger. Moi, je propose qu'on commence par parler de ce moteur, parce que ce moteur, alors premièrement, ce moteur, je l'ignorais jusqu'à ce matin, en fait, c'est le moteur de la Speed Triple. C'est bel et bien un 1200 en 3 cylindres. Alors, il est non seulement, donc la base c'est le moteur de la Speed Triple, mais le calage du vilebrequin, le calage
global, entre guillemets, du fonctionnement de la moto, et donc un calage à 270. Et donc, le but a été, une fois de plus, de modifier le caractère moteur grâce à ce calage. Tout à fait d'accord avec toi, c'est un calage type lane où en fait les mantons de vilebrequin, lorsqu'ils sont alignés, forment un T, et ce calage est censé donner aux 3 cylindres le comportement d'un bi. Et c'est tout à fait réussi, ce moteur est rempli de caractère et de coffre et utilisable sur toute la plage de régime. Si vraiment j'étais monté sur cette moto en ne sachant pas sur quoi j'étais, je pense que j'aurais dit que j'étais sur un bicylindre, tant au niveau du bruit que globalement de la puissance et de la manière dont elle est délivrée. La plupart des motos du segment sont bicylindres, notamment la référence. Donc c'était aussi une volonté, les clients aiment bien avoir du couple en bas régime, surtout quand on a la moto chargée avec des fois toute la bagagerie, un passager ou une passagère en plus. C'est agréable d'avoir des bas régimes et ici en effet il y a ce qu'il faut, tout est là. Ouais. Oui, bon alors la puissance a forcément été revue à la baisse par rapport à la Speed Triple, donc on est aux alentours de 150 chevaux. Alors tout ce qui est chiffres précis sera dans la fiche technique. Bon, ici moi j'ai la GT Pro, alors on va dire qu'en termes d'ergonomie c'est pas pour rien que Julien qui mesure 1,97 m. Voilà, a pris la Rally Pro et moi la GT Pro, parce que je suis forcément bien plus à l'aise ici, moi avec mon petit 1,72 m et mes courtes pattes. Et donc on est monté sur l'une et sur l'autre. Bon, ben, clairement je suis plus confortable sur celle-ci, mais celle-ci elle est vraiment nettement entre guillemets plus basse de l'avant. Alors au niveau des tailles de roues, Julien, on est bien sur du 18 à l'arrière sur les deux motos. Oui, 18 à l'arrière sur les deux, 21 pour la rallye et 19 pour la GT. Et 19. Donc clairement, quand les motos sont l'une à côté de l'autre, eh bien, on voit vraiment une forte différence de hauteur au niveau de l'avant. Et c'est aussi ce qui est recherché évidemment en comportement dynamique sur route, puisque celle-ci est plus routière. Alors au niveau électronique, bon, ben, forcément c'est une grosse part de ces motos aujourd'hui. Au niveau électronique, bon, ben, alors c'est bien évidemment très complet. Sur la mienne, j'ai 5 modes de conduite qui comprend Rain, Road, Sport, Pilote, qui est un mode qui est complètement configurable, où vous pouvez enlever, remettre toutes les assistances. Et sur la mienne, j'ai quand même encore un mode Enduro. Et toi, tu as bel et bien 6 Oui. Donc il y a un mode Enduro Pro, parce que sur le mode Enduro, on a une cartographie off-road et l'ABS qui fonctionne aussi avec un mapping off-road. Donc on a un ABS qui est bien présent. Et en Enduro Pro, il n'y a plus d'ABS, il n'y a plus de traction control, toutes les assistances sont retirées. Donc là, c'est laissé au bon jugement du pilote. Avec le mode Pro, Enduro Pro, est-ce que tu as ressenti une baisse de puissance? À mon avis, ils ont dû un peu diminuer la puissance, ou ce n'est pas le cas d'après toi? Non, ce n'est pas le cas vraiment. Par contre, j'ai vu que le limiteur de régime était un peu baissé et la puissance, on ne la sent pas vraiment parce qu'une fois que le traction control n'intervient plus, elle a tendance à décrocher assez vite avec 150 chevaux. Évidemment, dès qu'on n'a plus la motricité, oui, bien sûr. il n'y a pas de secret. Donc, bon, ben, électronique, alors, c'est des motos qui sont censées être des couteaux suisses, donc il y a du plus, il y a du moins. Vous pouvez downloader l'application de chez Triumph qui vous permet d'ouvrir la selle. Vous avez là, ici, un bloc dans lequel vous avez 2 mousses qui sont faites pour bloquer votre GSM, le bloquer et le brancher directement USB. Vous mettez l'application Triumph et en fait vous avez une connexion directe qui va sur l'écran et vous avez la totale. Il n'y a pas Netflix, mais il y a dans l'application il y a aussi un mode de guidage, un GPS, qui permet de créer d'abord vos traces, de les implémenter dans votre GSM et avoir accès directement à l'écran. Et donc ça veut dire qu'on a un package électronique qui est quand même assez costaud. On a aussi le régulateur de vitesse que je trouve quand même vachement bien. Ce matin, on a fait de l'autoroute pour essayer de venir le plus près des belles routes directement et j'ai bien aimé, facile à utiliser. Le commodo gauche est complet. Alors je vais être tatillon, mais alors vous avez le bouton des modes qui est juste ici et entre le bouton des modes et cette espèce de petit joystick qui bouge dans 4 positions, eh bien, il y a le bouton des clignots. Et donc, ça veut dire que souvent, en fait, on doit utiliser le mode et puis aller un petit peu jouer avec le joystick. Et bien, souvent, quand on regarde, en fait, on est bloqué par ce bouton de clignotant. Et c'est un petit détail ergonomique, mais moi, personnellement, ça va. Elle demande de se familiariser un peu au niveau des commodos. Par contre, au niveau de l'écran TFT, moi, je trouve ça très lisible. Ouais. C'est vraiment intuitif, c'est simple, les informations essentielles sont là.
sans que ce soit surchargé non plus. Ouais. L'écran est gigantesque. Et c'est vrai qu'au niveau visibilité, hauteur, inclinaison, il n'y a rien à dire, c'est juste parfait. En termes de nombre de litres d'essence dans ces mécanes, c'est la même chose pour les deux. Hein. Voilà, on est sur 20 litres. 20 litres, ok. Avec une consommation de 6 litres 2 au 100 km. Oui, donc ça fait bien des kilomètres. Alors, à noter, une bulle réglable sur les deux modèles à la main, donc ça c'est plutôt facile. Bon, moi forcément, je suis bien protégé. Toi un peu moins. Ouais, disons qu'elle protège bien jusqu'à 1,85 m. Moi, avec mon 1,97 m, je dois me tasser un petit peu et là, ça passe. Ok. Ouais, pour éviter les turbulences sur le Pour haut du éviter casque. les turbulences et d'avoir le casque qui se dandine un petit peu à certaines vitesses. Ok. Bon, alors toi, tu vas me donner la réponse. Quelle est la différence entre l'une et l'autre? Alors, des pneus spécifiques, pour toi, c'est des Metzeler? Ce sont des Metzeler Karoo Street qui sont vraiment d'excellents pneus que je découvrais complètement. Donc déjà, j'ai été surpris en off-road sans ABS de la tenue du pneu avant et du retour d'information en général du train avant. Et sur la route aussi, des excellents pneus, ce qui en fait une très bonne routière. Ouais. Sur la mienne, c'est du Touring Next, donc c'est toujours Metzeler, mais c'est une monte forcément qui est un peu plus routière, moins polyvalente, et le grip, franchement, on ne peut pas s'en plaindre. Je me suis bien amusé, il y avait des traces d'humidité, il n'y a pas eu de décrochage, donc très bon pneu. Mais on continue sur les différences. Alors dans les autres différences, il y avait aussi les crash bars ici, donc ils viennent protéger vos carters moteurs si jamais il y a une petite chute en enduro. On a un levier de frein arrière qui est spécifique aussi, qui peut se replier et qui peut se retourner afin d'être réglable en hauteur. Il y a le 6e mode de conduite aussi. Il y a aussi les jantes, les roues qui sont quand même fort différentes, puisque toi tu as des roues à rayons. Néanmoins, la marque c'est? Les jantes Acron. Magnifique jantes Acron à rayon tangentiel. Ok. Bon, même moi, c'est des jantes alu à bâton, classiques, une fois de plus, tout à fait de circonstance par rapport au type de moto. Alors, on a aussi des feux additionnels sur les deux motos. Oui. Ça, c'est pas désagréable. Non. Au freinage, tu trouvais que ça éclairait trop bas. Bon, alors forcément, il y a un transfert voilà, de masse. la plongée de la fourche provoque aussi la plongée de l'éclairage et donc ça manquait un petit peu. Maintenant, c'est pas grand chose. C'est peut-être une histoire de réglage simplement. Ouais. Positionner les feux différemment aussi. Oui. Bon, en bref, à l'avenir, il faut que les constructeurs fassent des phares adaptatifs hein, qui, avec l'assiette du boîtier inertiel. Oui, de toute façon, quand on roule le soir, on veut toujours plus de lumière. On va parler aussi des suspensions parce que ça, c'est quand même un gros morceau sur cette bécane. Alors, on est chez Showa avec une gestion électronique, donc c'est du semi-piloté. Ce ne sont pas des suspensions où les suspensions en temps réel rectifient. Donc c'est en fait les pré-settings, c'est par rapport au mode que vous utilisez, en fait la moto électroniquement fait les clics entre guillemets, et rectifie l'assiette et ce genre de choses. Alors en fait ici, comme vous pouvez le constater, il y a une grosse bonbonne ici. Et en fait cette bonbonne elle est là, elle fait partie du système électronique et en fait elle gère la précharge du ressort. Alors la précharge du ressort, comme vous le savez, la plupart du temps c'est mécanique. Et bien ici ils ont fait une précharge de ressort qui est automatique et contrairement à certains modèles, et bien en fait la moto comprend si vous êtes chargé et de combien vous êtes chargé entre guillemets. Alors il y a des motos où on peut dire j'ai un passager ou bien j'ai des valises et ce genre de choses. Et ici c'est pas nécessaire, ça se fait automatiquement. Néanmoins, vous pouvez dans tous les modes aller dans le setup des suspensions et régler de souple à sport. Et donc vous avez quand même un range, enfin je veux dire une fenêtre d'utilisation. Il y a 9 entre réglages proposés justement entre le plus souple et le plus sportif. Ouais, donc il y a vraiment moyen d'adapter la moto. Alors pour ceux qui ont envie de se faire une petite balade sportive, il suffit de mettre en sport et vous avez un bon petit rail. Enfin, tout dépend de l'état des routes. Donc chez nous, on fait de l'enduro même sur la route. Enfin, bon, ça malheureusement, c'est pour ça que ces motos ont beaucoup de succès. Donc les suspensions, moi j'ai trouvé ça personnellement tout à fait satisfaisant. J'ai rien à dire. Bon, de toute façon, sur la route, on les contraint pas comme des malades. Hein, donc, excellente suspension, même durcie à fond, elle n'est pas trop dure et elle encaisse le poids de la moto sur des bons sauts. Ouais. Donc les suspensions c'est fait. Alors important encore sur cette moto, mais c'est le cas de les deux bien évidemment, c'est le cardan qui est vraiment transparent je vais dire, parce qu'il est très agréable. Toi tu connais mieux le sujet, donc qu'est-ce que tu peux me dire sur le cardan? Il se fait oublier.
C'est Ben, ça qui est génial. Donc c'est assez- On a l'habitude des cardans qui ont tendance à cogner, à donner des à-coups à bas régime. Et ici, Triomphe a beaucoup travaillé à la fois sur le moteur et sur le cardan pour donner une transmission onctueuse. Et même en conduite sportive, en tout chemin, on oublie ce cardan. Ça, c'est vraiment parfait. Oui, c'est vrai que c'est très agréable et c'est tout à fait transparent. L'on sort pas une seconde. Alors il y a du côté, enfin sur celle-ci, vous voyez, en fait, il y a une triangulation du bras oscillant qui est assez peu commune et qui participe à l'homogénéité du comportement de la suspension. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors le bruit, bah, j'en ai discuté tout à l'heure, ce calage ne lui donne pas du tout un bruit de 3 cylindres, je trouve. Mais elle a une identité propre avec ce calage moteur. Oui, absolument. Bon, 150 chevaux, c'est onctueux, il y a la puissance. Moi, j'ai roulé en rain, j'ai roulé en road, j'ai roulé en sport, j'ai pas roulé en enduro. Mais il y a une réelle différence de réponse à la poignée, de comportement. On sent vraiment, il y a une vraie différence entre les modes. Et les modes sont tous cohérents parce que même en rain, je me suis amusé et je n'avais pas l'impression d'être sur un poumon, entre guillemets. Alors ils ont sans doute réduit légèrement la puissance. La réponse au gaz est clairement beaucoup plus douce. Mais donc les modes sont bien foutus et ça c'est gai aussi d'avoir des modes bien distinctifs qui permettent d'avoir des visages différents pour la moto. Mais ça reste une machine très sportive. Et le fait d'avoir 150 chevaux, ça nous permet de passer juste en dessous du seuil de taxation et d'éviter la grosse taxe de mise en circulation, comme ça peut être le cas avec d'autres traits qui dépassent les 165 chevaux malheureusement. Oui, effectivement. Les fameuses taxes de mise en circulation, elles font toujours mal et l'abandon de la loi des 100 chevaux n'a rien arrangé. C'est un autre sujet. Au niveau du freinage, eh bien, freinage, comme vous le constatez ou pas, c'est du Stylema. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est l'avant-dernière génération, puisque les étriers iPure, donc H-Y-P-U-R-E, ont été inaugurés sur la Panigale qui fait partie de cette émission et que je vous ai présenté. Donc ici, eh bien, c'est les Stylema. Et donc, en fait, c'est juste les mêmes, mais un petit peu plus volumineux. Ils ont certainement une diminution de la chaleur inférieure, mais on s'en fout puisqu'on est sur la route et qu'on ne fait pas chauffer des freins sur la route. Donc ça freine du feu de Dieu. ABS très, très agréable. Moi qui aime bien utiliser l'arrière, forcément l'arrière s'enclenche beaucoup, mais il n'y a pas ce rrr au niveau du pied. La moto ne se désunit pas, elle ne commence pas par une glisse avant de drrr, et une fois de plus, c'est la finesse de l'électronique qui permet d'avoir un freinage et un ABS qui fonctionne. J'ai aussi très très fort freiné de l'avant à certains moments et je dois avouer que freinage vraiment génial. Je pense que la GT Pro, globalement, quand j'examine le marché belge, forcément, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est mon point de vue, que celle-ci, si je devais choisir, moi je prendrais celle-là. Voilà. Ça c'est une chose. Maintenant, ça ne veut rien dire au niveau marché parce que rappelons-nous quand même que la GS Adventure est quand même la moto la plus vendue du marché et que c'est un vrai trail enduro avec un bidon gigantesque. Et donc, là, on est bien clair qu'il y a 80 à 90% des utilisateurs d'Adventure qui n'utilisent rien du côté Adventure, à part le gros bidon, pour moi, s'arrêter à la pompe. Mais voilà. Alors celle-ci, en guise de conclusion, que dirais-tu, mon cher Julien? Dans les choses que j'ai appréciées aussi, il y avait aussi le fait qu'il y ait une assistance au démarrage. Donc dès que vous lâchez légèrement le levier d'embrayage, elle met automatiquement un peu de gaz toute seule, ce qui est très agréable quand on est en enduro, debout sur les repose-pieds dans un petit chemin. Tout comme le système anti-recul dès qu'on a un rapport engagé qui aide beaucoup dans un démarrage en côte ou quand on est dans un pierrier et qu'on veut la relancer. Sinon, une excellente moto et Triomphe a pensé à nous les gros rouleurs parce qu'elle est garantie 3 ans avec un kilométrage illimité. C'est pas mal. Toi, évidemment, j'ai envie de dire que vu ton gabarit, toi tu prendrais laquelle? Directement. Oui. Sans hésiter, la Rallye Pro, en tant qu'ancien crossman, c'est celle qui m'attire le plus. Ok, super. Vous l'aurez compris, voilà, les deux existent, c'est pas pour rien. Il suffit de choisir laquelle vous correspond le plus. En guise de conclusion, ça reste quand même des motos vraiment fantastiques, avec quand même des tarifs qui restent élitistes. Mais voilà, aujourd'hui c'est le prix des motos. Il y a une différence de prix pour la Rallye Pro qui est de 1 000 €.
On parle de 21 595, si je ne dis pas de bêtises, pour celle-ci, et 1 000 € plus cher pour celle-là, puisqu'elle a un équipement. Bon, alors les roues coûtent plus cher, vous avez les crash bars, vous avez ceci, vous avez cela, et donc je pense qu'on peut dire que la différence est justifiée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Pour nous, eh bien, il est l'heure d'aller boire un café. Alors, en fait, je ne l'ai pas dit en début, mais en fait, nous sommes ici sur les hauteurs de Dinan. On est à côté de la citadelle. Alors, pour ceux qui connaissent la citadelle, malheureusement, on n'a pas pu rentrer dedans parce qu'il y a des escaliers partout. Et donc, ça va être compliqué. Mais on est juste à côté, donc on va aller boire un café juste ici. Et alors, comme vous pouvez le constater ici, derrière nous, on a une tour fortifiée qui fait partie, évidemment, de la citadelle. Et peut-être que si vous le voyez, vous voyez aussi tous les câbles qui sont en fait là. Et qui sont en fait les câbles ça s'appelait un téléphérique. Un téléphérique. Et donc, c'est un téléphérique qui amenait les gens du bas de la vallée, alors je peux vous assurer que c'est bas dans la vallée, et qui amenait le téléphérique, enfin, comme dans une station de ski. Et donc, on est sur on va dire, un lieu historique. Bon, il est l'heure du café pour nous, et puis on doit aussi ramener les motos, donc on a encore quelques kilomètres, et on va devoir faire gaffe sur la route. Eh bien voilà pour cet essai, pour ce Comparo Triomphe 1200. Alors, une question simple et directe. Toi, tu prends laquelle? Je prends la Rallye Pro, parce que je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence de comportement avec la Route 21 à l'avant, et que c'est une moto qui est plus polyvalente, et on est sur un vrai trail qui permet quand même de plus s'aventurer dans les petits chemins que la Rallye. Mais voilà, ça c'est mon choix, et je la trouve plus polyvalente, et j'adore cette moto. Ouais. Oui, c'est tout à fait cohérent. Moi, je préférais l'autre, mais pour des raisons aussi... Oui, voilà, quoi. Je veux dire, chacun met ses curseurs où il veut. Enfin, en plus, dans la région dans laquelle tu habites, toi... Oui, il y a plus de chemin de terre que chez toi. On est bien d'accord. Bon, ça, c'était pour ce fameux Comparo. Bon, ben, on va tout de suite passer au sujet suivant. Et ça, c'est toi qui l'as essayé. Donc, la Royal Enfield Himalayan 450. Écoute, je te propose de lancer le sujet avant d'en parler. Eh bien, avec grand plaisir. C'est parti pour la Himalayan 450 de chez Royal Enfield. C'est pas mal, hein? Avouez comme moi que le point de vue est superbe. Retour vers le futur, le titre de cette fameuse saga pourrait très bien convenir à cette nouvelle Himalayan 450. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle me rappelle étrangement ma vieille XT de la fin des années 70, sur laquelle j'ai pris un plaisir fou. On est ici sur le même type de sensation, mais avec toute la modernité d'une moto de 2024. C'est-à-dire qu'on a refroidissement liquide, on a un démarreur électrique, on a des suspensions qui sont évidemment beaucoup plus abouties, on a un ABS, on a 2 modes de conduite, on a une connectivité Bluetooth. Donc voilà une moto qui en fait donne tout ce qu'il faut, l'essentiel en tout cas, et le reste c'est juste du plaisir et de la sensation de conduite. Pourquoi? Parce qu'en fait ce 450 cm3 entièrement nouveau hein, de chez Royal Enfield, qui efface le 410 qui n'avait pas vraiment convaincu, cette machine-ci en tout cas, elle donne vraiment du plaisir à tous les étages, ça répond vraiment bien, mais on est évidemment dans la simplicité, on est avec quelque chose qui
qui ne cadre plus trop avec ce qu'on voit sur la majorité des machines du marché actuellement, qui débordent d'électronique. Alors on se retrouve un peu dans le passé, voilà, on roule avec un vieux barbour, un jeans, un casque jet et la banane. Voilà. Un petit chemin de traverse et on y va. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un trail et donc avec sa route 17 à l'arrière et de 21 à l'avant, cette moto permet évidemment beaucoup de choses. Elle reste très agile sur les petites routes. Je trouve le moteur assez volontaire. On pourrait lui mettre en concurrence la Triumph 400 avec son petit monocylindre de 400 cm3. On arrive à la même puissance, on est à 40 chevaux. Le Triumph est plus volontaire, il prend 10 000 tours, on est un peu en dessous ici. Mais c'est pas ça qu'on va chercher sur un monocylindre. Sur un monocylindre, ce qu'on va chercher, c'est la reprise en bas, c'est ce fameux coup de pied au cul, c'est ce piston qui vous envoie tout doucement vers le virage suivant. Et ça, c'est vraiment un vrai régal. Et cette machine le fait. Elle le fait aussi, et ça c'est évidemment une de ses armes incontournables, pour un prix à partir de 6 440 €. Alors pour ce prix-là, voilà ce que vous avez. Alors avouez comme moi que Royal Enfield, ils ont fait de gros efforts. On n'est plus dans du 2.0, là on est dans du 3.0 sur une machine aboutie. Avouez comme moi qu'elle est très jolie dans cette finition noir et or. D'autres coloris sont évidemment disponibles. Mais voilà une machine qui donne en fait tout ce qu'elle peut donner pour un prix plus que contenu. Alors si on s'aventure un peu en off-road, on se rend compte qu'on a des barres de protection, on a ici déjà un porte-bagages qui peut vous permettre d'emmener certaines choses avec vous, de la bagagerie, des options existent évidemment. Il y a un système de navigation qui est propre à Royal Enfield et qui vous permet aussi d'avoir un GPS intégré, d'avoir de la musique. Bon, c'est étonnant en fait, franchement. Moi je fais le tour de cette moto et je m'aperçois qu'en fait tout est bien fini. La version existe ici en pneus normaux ou avec des pneus tubeless. Forcément là maintenant on va aller vers la facilité et peut-être la sécurité en choisissant le pneu tubeless. Deux modes de conduite, je l'ai déjà dit. L'ABS est déconnectable, donc si vous faites un peu d'off-road ici, donc voilà, moi je me baladais sur la route, j'ai vu un petit chemin empierré, je m'éloigne de la civilisation de 200 ou 300 mètres. Et voilà, je peux même venir faire mon petit pique-nique ici, tranquille, il n'y a personne. Moi, je trouve ça quand même vraiment génial. Alors, c'est une moto bonne à tout faire, avec une suspension un poil ferme mais de qualité. On est avec du Showa, donc c'est quand même pas mal. Le freinage fait le taf, on n'est pas sur du stylet match et Brembo, mais ça n'est pas nécessaire sur une moto comme ceci. Elle va prendre facilement son 120-130 sur autoroute et les tenir, parce que le moteur, comme je vous l'ai dit, est déjà bien volontaire. À cette vitesse, on manque un peu de protection. Mais bon, c'est pas la finalité de cette moto. La finalité de cette moto, c'est les petites routes. C'est d'enquiller les petits virages, c'est de voir un petit chemin à droite ou à gauche et de s'y aventurer. Et c'est une moto qui nous fait un retour, mais dans le futur, avec ces sensations primaires, mais tellement bonnes que nous avons eu quand nous avons commencé à découvrir la moto et que les motos étaient évidemment beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Donc simplicité d'un côté, mais aussi sophistication de l'autre, avec un modèle abouti où Royal Enfield ne cesse de nous étonner. Je sais que dans les papiers, il y a de grosses choses qui se préparent, même sur des plus grosses cylindrées. On espère que la marque n'y perdra pas son ADN, parce que pour le moment, son ADN, c'est ceci, c'est le néoclassique, c'est la moto qui vous permet d'utiliser au quotidien une machine sûre et fiable qui vous emmènera au boulot, et le week-end de vous aventurer marguerite dans les lèvres sur les petits chemins de campagne. Donc voilà, pour moi une machine plus que réussie. J'ai pas vraiment de gros défauts à lui donner. On a un très bon confort de selle. On a une selle qui est séparée en deux, donc elle pourra même accueillir, et avec plaisir à mon avis, un passager ou une passagère. Tout est contenu, elle est peut-être même faite un peu pour tomber, parce que les protections sont là. Donc voilà, moi je suis assez étonné de cette moto. La position debout n'est pas mal. On pourrait, pour ceux qui vont faire un peu plus de fraude, avoir des pontées de guidon un peu plus relevées pour être un peu moins penché sur l'avant, en tout cas pour des gabarits comme le mien. La moto est fine entre les jambes, donc voilà, elle permet d'avoir un bon contrôle. La boîte de vitesse est une douceur exemplaire, boîte 6 rapports, avec affichage du rapport engagé sur le tableau de bord. Voilà, réservoir de 17 litres.
Donc ça vous donne évidemment une excellente autonomie de pratiquement 400 km. La moto fait, avec tous les pleins, on est en dessous des 200 kg, puisqu'elle fait 180 kg à sec. On met l'essence, on fait les pleins d'huile, on est en dessous de 200 kg. Donc c'est vraiment pas mal, donc ça reste maniable. En ville, forcément, elle tirera son épingle du jeu. Et son côté néo-rétro vintage, moi, me plaît beaucoup. Ne plaira peut-être pas à tout le monde, hein, forcément, mais moi j'adore sa gueule, j'adore sa ligne et j'adore m'amuser avec. Et je vais continuer cette balade sous un ciel fabuleux et profiter encore un peu de ce magnifique paysage. Voilà tout le plaisir simple que peut offrir une telle machine, cette Himalayan 450, cette nouvelle version, cette nouvelle vision de chez Royal Enfield, avec quelque chose de résolument moderne, tout en gardant à l'esprit l'ADN de la marque, c'est-à-dire le néo-rétro, et ne pas renier son passé. Et donc voilà, on emprunte gentiment des chemins de travers. Et quand on retrouve le bitume, on laisse le monocylindre s'exprimer. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Riavec et je suis courtier en assurance, mais également un passionné de moto. Assurer votre passion était donc pour moi une évidence. Pour trouver ensemble la solution personnalisée à votre pratique, quelle qu'elle soit, retrouvez-moi sur mon site. Une offre adaptée vous parviendra rapidement. En attendant, gaffe sur la route. Bon, ben, chouette sujet, mon cher Thierry. Oui, merci, mais en fait, chouette moto surtout. Oui. On est chez Enfield dans du 3.0 parce que la gamme ne cesse d'évoluer. Oui. Je la connais évidemment très bien puisque je la pratique beaucoup au Maroc et puis j'ai souvent essayé ces motos-là un peu depuis la renaissance de Royal Enfield au début des années 2010. Et là maintenant, le 3.0, c'est évidemment cette moto qui se rapproche très fort de la Triumph 400 Scrambler. Ouais. En termes de comportement, on est sur 40 chevaux, ça prend un peu plus de tours chez Triumph, mais très très bonne moto. Et je dis une bêtise ou le 450 c'est un nouveau moteur? C'est un tout nouveau moteur. On est bien d'accord. On est bien d'accord, okay, absolument. Et exit le 410 qui lui était très décevant, et celui-ci est vraiment une nouvelle mouture, et c'est une moto qui, même je trouve jolie, ils ont fait un effort, parce que l'Himalayan au début c'était un petit peu compliqué au niveau look. Et là maintenant, c'est une moto agréable à regarder, ils mettent du tubeless, enfin bon, ça devient sympa. Écoute, moi forcément, pour préparer l'émission, j'ai aussi, enfin pour préparer, on doit à chaque fois visiter les sites et un petit peu vérifier nos infos. J'ai pris une claque en fait sur le site Royal Enfield. Parce que, justement, quand tu parles de l'époque 2010, j'ai l'impression que Royal Enfield, je crois qu'il y avait 2 modèles. Quoi. Oui, maintenant, il y a des choix. Hein. Ah, maintenant, il y a une page entière, il y a des modèles partout. En plus, les cylindrés changent tout le temps. Alors, bon, il y a là cette particularité qui est toujours d'être dans de la petite cylindrée. 500 aujourd'hui, c'est une petite cylindrée. Hein, oui, mais on annonce quand même une montée en régime. Là, ils annoncent quand même un bicylindre aux alentours de 800 cm3. Mais bon, voilà, on a déjà un 650 qui est pas mal. Mais leur spécialité, c'est quand même un peu ce look néo-rétro, ce vintage à la mode 2024, avec tout ce qu'il faut. Hein. Il y a de l'ABS, il y a de l'Euro 5+. C'est des motos avec beaucoup d'accessibilité, un tarif qui l'est aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que parfois, la moto,
Il suffit que ça, en fait. Mais voilà, on a le sourire aux lèvres avec une moto à 6500 balles, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, ben fantastique. Quoi N'est-ce pas? Je te propose, on va terminer par les fameux bruits de paddock, n'est-ce pas? Oui, c'est obligé. Oui, les bruits de paddock, c'est la partie. Alors, si vous n'aimez pas la compétition, vous pouvez arrêter l'émission maintenant. Ou allez vous faire un café avant. Et nous, on va continuer et on va discuter des bruits de paddock. C'est parti. Bon, mon cher Thierry, la compétition, la vitesse, ça c'est vraiment ton truc, on le sait tous. Donc tu connais par cœur. Écoute, je fais que ça. Moi, je fais que ça, je m'entraîne tous les week-ends. Et voilà. Mais bon, je gonfle mes pneus à 300 grammes. Je ne sais pas si c'est bien. Oui, ça bouge vrai. beaucoup. Hein. Oui, je suis un peu comme ça dans les Non, mais bon, c'est vrai que voilà. dans ta. Enfin, c'est normal. Voilà. Mais oui, voilà, tu vois. Non, mais écoute, en fait, c'est vrai que je suis ça de beaucoup plus loin que toi. Toi, c'est vraiment ta cam, c'est ce que tu aimes. Mais c'est très bien de donner ces infos-là, je trouve, parce que ça permet de faire des mises au point, une analyse un petit peu décalée. Ouais. Je vois un petit peu quand même ce qui se passe de loin. C'est vrai que les championnats sont passionnants, que ça soit en Superbike ou en MotoGP. Quand je dis MotoGP, c'est 2, 3 et GP, avec des passes d'armes hallucinantes. Le dernier GP a encore été complètement dingue. Ouais. Avec un championnat qui est loin d'être terminé. Il reste 2 courses, il reste 17 points d'écart. Ça sera compliqué pour Bagnaia, à mon avis. On va peut-être commencer par lui, enfin moi de mon côté. Alors justement, moi j'allais justement terminer par le MotoGP. Ok. Je fais ma gueule, c'est bon. Donc, j'allais commencer. Alors, en fait, je vais parler de toutes les classes. Alors, je vous explique que le week-end passé, ou celui d'avant, je ne sais plus, parce qu'il y a tellement de courses, c'est un peu compliqué pour moi. Heureusement, je n'avais pas mes enfants. Pas demander si c'est compliqué pour lui. Ouais. Oui, mais attends, je te rappelle que donc, le Superbike comprend le championnat du monde des femmes, le Supersport 300. Et on parle du Supersport qui n'est 600, qui n'est plus du Supersport 600. D'ailleurs, une des 600, il n'y a plus que 2 600 sur ce championnat, c'est la Kawa et la YAM. Et la YAM, on vient d'officialiser que c'est la R9 qui va la remplacer. Donc ça veut dire que globalement, en fait, c'est une discipline vers laquelle on a du 800 3 cylindres chez MV, on a du 765 chez Triumph. On annonce, j'ai vu un moteur 800 Triumph arriver et je me doute qu'ils vont sans doute l'utiliser. Enfin, possibilité d'une Daytona, enfin bon, ça part dans tous les sens. Tout ce que je veux dire, c'est que le championnat Super Sport, de toute façon, il est fini, puisque c'est Adrian Huertas qui l'a gagné sur la Ducati officielle. Et c'est le seul, et c'est même assez rare, c'est le seul pilote de cette catégorie qui va aller directement en Moto 2. Et c'est assez rare, parce que souvent, les gens qui viennent du Supersport, qui vont en Moto 2, se cassent les dents. Pas toujours, et forcément, on lui souhaite de performer aussi en Moto 2. Alors pour le Superbike, bon, c'est la fin on y est, Toprak a gagné. Toprak a gagné. C'était plus ou moins écrit quand même. Il a quand même survolé la saison. Oui. Alors il faut quand même se dire que l'année passée, Issine BMW, tout le monde l'assassine médiatiquement en lui disant qu'il est fou, qu'il y va pour le pognon, qu'il ne gagnera jamais. Redding, officiel, qui dit qu'est-ce qu'il croit, qu'il va pouvoir faire des stoppies dans les virages avec la BM. Bon, 1 an après, on connaît les réponses. Ouais. Mais c'est Redding qui pleure. Ouais, moi, je suis un fan absolu de Toprak. Alors, il faut quand même se rappeler que cette année, il a gagné 13 victoires d'affilée. Il a le record absolu du nombre de victoires de suite, qui était détenu par Bautista avec 11. Okay. Il a quand même gagné le championnat avec, tiens-toi bien, 527 points avec Boulega qui fait 484 points. Donc, il y a un bon 50 points de différence, alors qu'il n'a pas pu disputer 2 week-ends entiers. OK. Ouais. Donc c'est donner une idée. Ça donne bien sa suprématie. Voilà. Ouais. Suprématie. Néanmoins, les tests actuels hivernaux en Superbike sont occupés. Alors les Ducati, notamment avec la nouvelle Panigale qu'on vous a présentée en début d'émission, vont être présentes. Donc ça veut dire que Ducati revoit sa copie, BMW continue avec Toprak. Et alors une info qui est hyper importante et que je trouve géniale, c'est que alors, en l'absence des BMW, il y a eu des tests à Jerez et c'est les Kawasaki qui ont fait les meilleurs temps.
notamment avec les 2 motos Kawasaki officielles qui sont maintenant équipées de châssis Bimota, puisque Bimota appartient à Kawasaki. Oui, tout à fait. Et ce châssis arrive, et dès les premiers tours, en 2 jours, ils ont fait 1, 2, 3, notamment avec une qui n'était même pas équipée du châssis Bimota. Mais ça voudrait dire que Kawa Moto revient... Biané. Ouais, à fond. Ouais. Ouais. Et on voit Bassani, qui est un pilote d'exception, qui enfin performe, et je trouve que ça fait du bien. Bon, ça c'était pour parler du Superbike. Bah oui. Bon, pour moi, l'année prochaine, clairement, ça va être une bagarre Boulega contre Razgat-Leglou. Les Kawa seront peut-être dans le coup, mais enfin, face à Toprak, ça va être quand même compliqué. Et Alvaro Bautista est quand même aussi sur la liste. Donc, bon, ça, c'était le Superbike. Alors, le Super Sport 300, ça va durer 1 seconde. La vérité, c'est que c'est celui que je regarde le moins. C'est Aldi Staya Mahendra qui Est-ce qu'il y a une sorte de concours dans les noms de famille des pilotes pour que ça soit imprononçable? Bon, alors ça s'appelle l'internationalisation, mon cher Thierry. Oui. Ça veut dire que plus il y a des pilotes qui viennent de l'extérieur et de pays farfelus, Parce que Toprak, déjà son nom... Razgatlioglu. Oui, il t'a fallu du temps pour Oui, le il m'a maîtriser. fallu, oui. Alors celui-là, c'est lui, quoi? En fait, je crois que c'est un Indonésien, Aldi Satya Mahendra. Alors c'est où? C'est l'Inde, Satya, c'est un là, truc. celui-là. Voilà. Bon, il est champion en Super Sport 300. Alors, le fameux championnat qui a été créé cette année, le championnat des femmes, qui était en fait une coupe R7, elles avaient toutes la même moto, tout le même matériel. Alors, il y a du beau monde, parce qu'on parle quand même de tous des noms de femmes que forcément moi je connais, avec en premier M'étonne pas. Anna Carrasco, qui a déjà été championne du monde en 2018 Ah, la canaille. en Super Sport 300. Et Carrasco revient cette année, s'inscrit dans ce championnat, tombe face à Maria Herrera, qui est sa principale rivale avec Sara Sanchez. Et pour finir, dans la dernière course que j'ai regardée... Ça sort l'Espagne, tout ça, encore. Oui, bah oui. Et donc, dans la dernière course que j'ai regardée, c'est Anna Carrasco qui gagne le titre et qui devient la première femme double championne du monde. D'accord ? Alors, je dirais, on peut noter la 10e place de Ornella Ongaro avec 55 points. Donc, il y a quand même une Française dans le top 10. Il y a aussi Émilie Bondy, qui participe à ce championnat. Mais là, je n'ai pas noté son classement final. Mais on y reviendra l'année prochaine. Alors, pour la Moto I, malheureusement, c'est une classe que personne ne regarde. Je suis obligé de le dire. Hein. Faut tomber dessus aussi. Hein. Oui, mais je veux très dire, médiatisé. l'intérêt pour l'électrique en moto est catastrophique. Hein, Et puis chaque donc, fois qu'on voilà. zappe, si on tombe dessus, on croit que sa télé est en panne, il n'y a pas de son. Tu vois? Ça fait quand même du bruit, mais ça ne fait pas le beau bruit, quoi. Bon, c'est Hector Garzo qui a gagné le championnat. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la 2e fois. Et alors, il y a quand même un nom dans ce top 10 qui me fait rire, c'est Spinelli. Parce que Spinelli, on l'avait rencontré avec Alexandre à Assen. Et en fait, à Assen, donc, ce type a été appelé à la rescousse à la dernière minute en l'absence de Petrucci. Et donc, il a eu la moto Barni, il est monté dessus, il a fait un choix de pneus couillus à la course, il est parti comme un malade, il a eu un énorme coup de bol avec un drapeau rouge, il était en tête, il a gagné, il a fait sa première course de Superbike, il est arrivé, il a gagné d'entrée de jeu. Et alors, au niveau des statistiques, il a fait une course et il a gagné. Donc, ça veut dire que c'est le meilleur pilote du monde en Superbike. À quoi ça tient? Non, je l'avais rencontré, très sympa. J'ai même une photo que je vous montrerai de ça, type extrêmement sympa. Bon, alors on va revenir maintenant aux classes qui sont évidemment les classes. Alors, on va essayer d'un peu accélérer. Au niveau Moto 3, tout le monde sait, c'est Alonso, le petit jeune Alonso, qui a gagné le championnat. Espoir en devenir, tout le monde en parle de manière assez, exceptionnelle, comme quoi c'est le nouveau talent, un peu le nouvel Acosta, en fin de compte. Déjà, Nouvelle Acosta, ouais. on n'a même pas usé le premier. Oui, exact. Non, mais Lequette, vraiment, là, je crois qu'il est nouveau aussi. Je crois qu'il a gagné sa 12e course de la saison cette année. C'est insolent. Oui, c'est d'une insolence absolue. Et tout le monde dit, alors il est espagnol, mais... Par sa mère. Il a aussi une autre nationalité qui est là où on fait de la cocaïne. Colombie. Ah, Colombie. Mais donc, on a Donc c'est lui qui coupe toutes les lignes. Voilà.
Mais il ne prend pas de pénalité. Donc, le fameux Alonso que tout le monde décrit comme le futur espoir, le futur Marquez, le futur ceci, mais apparemment, n'oubliez pas ce nom, Alonso, bourré de talent et il gagne tout. Alors, en Moto 2, eh bien, moi, ça me fait vraiment plaisir. Un Japonais, champion du monde, Ai Ogura, il s'y est repris à 3 fois. Il est passé à côté du titre il y a 2 ans pour un rien. Comme quoi, je peux peut-être gagner un jour. Ouais. Comme quoi, alors si tu veux, c'est un vrai Japonais qui fait encore tous ses petits saluts à chaque fois qu'il s'arrête, tout ça. Même champion du monde, il faisait des petits saluts et tout ça. Bon, Tu fais super bien. C'est un Japonais, et donc très poli, très ceci, très cela. Et donc c'est vrai que les Japonais ont parfois un peu ce problème d'être pas aussi agressifs ou déterminés, avoir une personnalité, voilà, parce que c'est pas dans leur éducation. Et en fait, c'est vraiment un pilote de grand talent, d'autant plus que cette année, il a gagné avec une vraie gestion de championnat. Ça veut dire qu'il a gagné le championnat, il s'est fait couillonner une fois, justement en calculant pas le championnat. Là, il a su calculer, il a su terminer. Parfois pas là où il voulait, mais là où c'était intéressant d'être avant de chuter. Et donc, il le mérite. Et en plus, il va rouler en MotoGP chez Aprilia dans le team Trackhouse. Et donc, selon moi, c'est la première fois qu'un Japonais roulera sur une moto en catégorie reine de marque italienne. Ah oui. Voilà, ça c'était pour le Moto 2. Bon, alors, Canet 2e, Garcia 3e. Enfin, D'accord. Notre ami Barry. Ben oui, justement, Barry, j'avais fait justement. Barry termine 20e au classement. Alors, on l'a vu quand même briller. À la première course de la saison. Il nous fait une 2e place. Oui. Magnifique. Oui, alors ça, il me l'a expliqué. Il m'a dit que c'était. Les planètes se sont alignées, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux pneumatiques. Et donc, ça veut dire que tout le monde cherchait des pistes et tout ça. Et apparemment, eux, ils sont tombés sur un truc nickel. Et que ça lui a permis de se battre devant. Comme quoi, ça tient quand même beaucoup au réglage. Ouais. Bon, le reste de l'année, malheureusement, ça a un peu diminué. Il divisait le top 10, mais il était plus 15-20. En Australie, il a de nouveau fait des belles qualifs. Il était de nouveau bien, ça m'a fait plaisir. Je me rappelle malheureusement, pour être tout à fait honnête, pas ce qu'il a fait en Australie. Malheureusement, il est tombé la dernière course. Oui. Ok. Bon, je l'ai eu, pas plus tard que ce matin, par WhatsApp, pour lui demander si je pouvais officialiser quoi que ce soit pour l'année prochaine, et je ne peux rien officialiser, à savoir que Zelos est en pleine discussion. J'ai entendu parler de discussions qui lui permettraient éventuellement de rouler avec un châssis Bosco-Scuro, le châssis qui a gagné cette année. C'est la première fois que c'est un châssis non Calex qui gagne. Et donc voilà, en négociation, on vous en dira plus la prochaine fois. Et en fait, si tu remarques bien, en fait, tous ces championnats sont pliés. Et en fait, le seul qui n'est pas plié, c'est le GP. C'est le MotoGP. Et c'est la raison pour laquelle je voulais le garder en fin. Bon, donc on va terminer par en fait, la catégorie reine de chez Rennes, le MotoGP, où justement le titre n'est pas décidé. Alors ça se joue plus qu'entre 2 pilotes. On parle bien évidemment de Jorge Martin, qui est en tête actuellement devant Pecco Bagnaia. Que dire ? Qu'est-ce que toi tu sens par rapport il à reste 50 points à distribuer, puisqu'il reste 2 GP. 37 par GP. Oui, c'est vrai qu'il y a, j'oublie, le sprint. Points pour le sprint. Ouais. Et donc voilà, tout est encore possible. Moi, je pense aussi. Donc voilà, il y a 17 points qui séparent le premier du deuxième. Marquez aurait pu jouer un peu plus les troubles faits. Malheureusement, il tombe au dernier GP. De toute façon, il était pas dans la course, mais il aurait pu les embêter un peu et mettre un peu plus de pression. Il fait quand même une fin de saison assez extraordinaire. Ouais. Je suppose que ça ne doit pas faire que plaisir à Bagnaia, parce que ça va être un peu explosif la saison prochaine chez les Rouges. Ouais. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, c'est très compliqué de se positionner, parce que ces 2 pilotes, je trouve, méritent tous les 2. Bagnaia, il roule, il me fait un peu penser à Lorenzo, je ne sais pas ce que tu en penses. Bien sûr. Il est propre, t'as jamais l'impression que ce mec force. Et Jorge Martin, lui, il est plus dans la défense, il est beaucoup plus brutal, mais en attendant, il est en tête du championnat du monde. En vitesse pure, je pense pouvoir dire que Martin est clairement le meilleur.
Bagnaia gère la pression d'une manière absolument incroyable et magnifique. La preuve, c'est la dernière course où il reprend 5 points avec la manière. Mais il faut avoir le mental hein, quand tu as un championnat comme ça. Bien sûr. Et puis un Martin en face de toi. Voilà. Bon, Oui, parce qu'on dit qu'il gère, il fait quand même pratiquement toute la course en tête. Ouais. Et ces mecs-là n'économisent rien. Hein. Non, donc moi, je serais heureux dans les deux cas. Je trouve que Martin pourrait arriver avec une magnifique carte de visite pour l'année prochaine avec un titre de champion du monde. Ce qui mettrait la pression à Aprilia. Alors, on va directement parler de l'année prochaine. Alors, on ne va pas parler de tous les autres pilotes, sinon ça va durer 3 heures. Mais pour parler... Pouvez-vous faire un café? Oui. Soyons clairs, en fait, cette année, ça va se jouer entre eux deux. Bon, l'année prochaine, bien évidemment, Marquez va être aux avant-postes. Maintenant, moi, ce que je ressens, et ce qui est plutôt optimiste et positif, c'est que tu as Martin qui va chez Aprilia, et forcément, Aprilia, s'il est champion du monde, va avoir le poids d'un champion du monde. Mais à voir comment Martin va... Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'Aprilia, pour la première fois, a 4 motos en piste cette année. Donc Aprilia, pour la première fois, 4 pilotes en piste, donc ça veut dire le double d'infos, pour développer la moto de l'année prochaine. Et en engageant Martin, j'imagine qu'ils vont cet hiver bosser comme des malades pour pouvoir faire une moto compétitive et pouvoir donner à Martin une moto capable de gagner le championnat du monde. Au même titre que KTM, qui a aussi de nouveau engagé un paquet de nouveaux pilotes où tout change, avec Pedro Acosta en tête de liste, qui lui va être le pilote numéro 1 KTM de manière évidente, à moins que quelqu'un qui vient d'une autre marque brille sur la KTM, mais tout dépendra aussi du package que KTM va donner, parce que cette année, le package KTM n'est pas compétitif. Même si Acosta fait des choses fabuleuses, le package KTM n'est pas compétitif. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Ça reste ouvert pour l'année prochaine, mais ça sera que plus intéressant. Ouais. Donc, et pour moi, les Honda et Yamaha sont sur la remontée. Maintenant, surtout Yamaha. Oui, non, la Honda, en fait, le tir groupé Honda des 4 Honda permet moi qui regarde toutes les sessions, je peux t'assurer que chez Honda, ça évolue aussi, et dans le bon sens, tant mieux. Et j'y crois. Maintenant, on ne se rend pas compte à quel point Ducati est bridé, parce qu'on les empêche de faire des essais, on les empêche de ceci, on leur gèle de ceci, alors qu'on donne des cartes blanches et des cartes blanches à Yamaha et Honda pour qu'ils reviennent. Et donc, ils utilisent ces concessions, mais c'est évidemment cet hiver, quand la nouvelle moto... Alors, quand même, une info hyper importante, et je vais terminer par ça, c'est que Yamaha attend un V4 pour mettre dans sa M1. Et donc, ça met fin à des années de 4 cylindres en ligne en MotoGP. 25 ans. Hein. Et c'est fini. Dès que Yamaha, tout le monde sera passé en V4. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que ça va devenir en 27, en 850 ? C'est encore autre chose, mais là, tout le monde va rouler en V4. Ouais. Bon, ils nous ont fait le coup il y a quelques années de redescendre de cylindrée. Ça ne va pas changer grand-chose. En fait, Honda avait triché. C'est Honda qui a poussé vers 800 et ils avaient un 5 cylindres. Donc, ils n'avaient qu'à faire un V4. Ils ont juste enlevé un cylindre. En fait, c'était le V10 de la F1 qu'ils ont coupé en deux. Ça a fait un V5. Ils l'ont mis en 1000 cm3 et ils ont fait la première RCV avec la moitié d'un moteur de F1. Et donc, là, ils sont passés en V4 à l'époque du 800 et ils ont gardé le V4 pour retourner en 1000. Et à mon avis, ils vont garder le V4 pour passer en 850. Oui, ils n'ont pas beaucoup le choix. Voilà. D'accord. Voilà. Écoute, je pense qu'on a terminé pour ces bruits de paddock. Je te remercie Thierry de écoute, c'était bien. Écoute, terminé. Voilà. Écoutez, je vous remercie bien évidemment pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, continuez. Alors, bien évidemment, on arrive à la fin de l'année et je vais faire un petit aparté. Alors, pourquoi est-ce que sur toutes les chaînes, on vous demande de vous abonner ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose d'assez simple. En fait, il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à YouTube parce qu'ils ont tellement de milliers et de millions de vues qu'en fait, ça génère de l'argent et en fait, c'est YouTube qui les rémunère. Alors, pour des gens comme nous, des chaînes comme nous, qui sont beaucoup plus cibles, qui sont vraiment beaucoup plus niches, évidemment qu'on ne sait pas avoir des millions de vues et tout ça. Et donc, nous ne faisons pas appel aux rétributions de YouTube. Ça veut dire que nous recevons 0 € de chez YouTube et en fait nous gérons nous-mêmes nos contrats publicitaires, mais nous gérons aussi nous-mêmes nos contacts avec les importateurs et les importateurs sont nos meilleurs clients puisque chacun vient avec un budget et c'est ce budget qui nous permet d'envisager de faire une saison complète.
Donc dites-vous bien que quand on vous demande de vous abonner, c'est pas pour gagner plus d'argent sur YouTube, dans notre cas en tout cas, c'est parce qu'en fait, plus on a de likes, plus on a de poids chez les importateurs. De poids, oui, d'influence chez les importateurs. Et comme ils voient que ça monte, eh bien, ça veut dire qu'on est un média qui est intéressant, qui grimpe. Alors je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'on est passé média francophone numéro 1 avec nos chiffres. Ça fait un moment d'ailleurs. Hein. Oui, enfin bon, je le dis toujours de manière un petit peu cool, parce que, mais globalement, je vois finalement, pas pourquoi. voilà, faut être fier. Et voilà, en fait, nous, on a envie de grimper, on a envie de faire des vidéos encore plus qualitatives, on a envie de voyager, on a envie de faire des choses. Alors, comme vous l'aurez, j'espère, constaté ces derniers mois, on a fait beaucoup d'efforts sur les montages, sur la qualité, on essaye de faire grimper. Merci à Alex, d'ailleurs. Non, mais il fait un boulot de fou. Oui, bien sûr. Je n'arrête pas de le remercier. Merci, Alex. Et donc, sachez que si vous vous abonnez, en fait, vous nous donnez juste la possibilité d'en fait montrer un meilleur bulletin aux importateurs de qui nous dépendons. Donc, si vous voulez nous aider, en fait, c'est simple. Cliquez sur « Abonnez-vous ». Nous avons décidé de retransmettre tous les essais de l'émission dans le mois qui suit, et donc ça vous permet de trouver les essais plus facilement. Et si vous voulez avoir les alertes, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, et comme ça, vous serez mis au courant directement à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. À toi, la petite cloche. Oui, mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Oui, on va devoir discuter avec tous les importateurs d'ici peu. Et une belle augmentation des likes nous ferait un grand plaisir. Je vous remercie d'avance. Sur ce, eh bien, je pense qu'il est temps de... Pourquoi de Dieu, je m'étais endormi. Donc, sur ce, eh bien, je pense qu'il est l'heure de se quitter. Encore merci. Et bien évidemment, comme vous le savez, sur la route... Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Mais ça viendra, tu verras. On se retrouve le mois prochain. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, gaffe sur la route. Gaffe sur la route. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Venez découvrir nos nombreux 2 roues de stock. Nouveauté, découvrez notre concession moto Honda, Motostore Condro, route du Condro 10 à 45-50 Nandrin, près du célèbre rond-point des Vaches.